C'était l'un de ces matins d'avril lumineux à St. Mary Mead, où tout semblait avoir été lavé pendant la nuit et rangé avec plus de soin qu'auparavant. Les façades de briques rouges de la High Street brillaient d'une respectabilité discrète. Les feuilles de tilleul derrière le presbytère commençaient à peine à se déployer et l'air embaumait la terre humide, la suie et les giroflées. Les femmes qui traversaient la rue pour faire leurs courses portaient des paniers au bras et des gants à la main, car la journée promettait d'être douce, même si la fraîcheur matinale justifiait encore une certaine bienséance. Miss Marple, debout à l'entrée de son jardin, une petite paire de ciseaux à la main, se demandait quelles branches d'aubriettes seraient réservées à l'église lorsqu'elle vit Miss Emmeline Broom passer vers la salle de classe, d'un pas toujours droit et assuré. Miss Broom portait un manteau sombre à la coupe impeccable, déjà un peu vieillot, et des gants de chevreau gris, perles soigneusement boutonnés jusqu'aux poignets. Elle était de ces femmes pour qui la propreté semblait moins une question de goût que de principe. Rien chez elle n'était laissé au hasard. Ses cheveux gris étaient coiffés en tresses impeccables. Son chapeau était bien ajusté, sans coquetterie. Même le panier à son bras paraissait discipliné. Un peu plus loin, près du porche, Léonard Harben, grand et beau garçon d'une nonchalance décontractée, les mains dans les poches et la casquette rejetée en arrière, semblait déjà légèrement mécontent de la journée. Il se retourna lorsque Felicity Price arriva à vélo, descendant l'allée depuis la maison des Price. Elle leva brièvement une main gantée du guidon, le daim bleu contrastant avec le soleil, et poursuivit son chemin d'un pas rapide, le pan de son manteau flottant au vent. Son visage était radieux, mais une tension palpable s'y lisait ce matin-là, et la rapidité avec laquelle elle dépassa Léonard n'avait rien d'une simple hâte. Le trouble survint si discrètement au début qu'il aurait pu passer inaperçu pour quiconque moins habitué que Miss Marple aux petits bouleversements qui annonçaient le désastre dans la vie villageoise. L'horloge de l'école avait sonné 9 heures, moins le quart. Le portail latéral de M. Julian Dorrance était ouvert. Cela, en soi, était inhabituel. Julian Dorrance, le précepteur du village, était un homme pour qui la ponctualité n'était pas une simple habitude, mais une forme de vanité. Il enseignait le latin à des garçons qui le détestaient, le français à des filles dont les mères souhaitaient pour les voir progresser, la musique à des enfants sans oreille musicale, et un peu d'histoire anglaise le soir à ceux qui aspiraient à s'instruire. Il était arrivé à St. Mary Mead 3 ans auparavant, avait loué l'ancienne malterie en bordure du village et s'était installé avec un tact qui paraissait de l'humilité, jusqu'à ce que l'on découvre qu'il savait tout sur tout le monde et n'oubliait rien. Le regard de Miss Marple glissa du portail ouvert au dos de Miss Broom. Miss Broom l'avait vue elle aussi. Elle s'arrêta, presque imperceptiblement, puis reprit son chemin. À ce moment précis, un enfant traversa la pelouse en courant, une sacoche ballottant contre son manteau. C'était Tommy Bell, le fils cadet du boucher, bien essoufflé et indigné. « Mademoiselle Broom, Monsieur Dorrance n'a pas ouvert. J'ai frappé, et personne n'a répondu. Ursula dit avoir entendu la sonnette une fois, mais il n'y a personne. » Mademoiselle Broom se retourna. « Tu ne dois pas crier, Tommy. » Mais il ne s'arrête jamais, pas même pour les dictées du jeudi. Felicity Price, ayant visiblement regretté son choix de chemin, fit demi-tour. Elle avait mis pied à terre et poussait son vélo vers eux. Ses joues étaient encore un peu rouges après sa balade, mais elle se décolora lorsqu'elle suivit la main que Tommy lui indiquait en direction du portail ouvert. Miss Marple, qui avait un instinct sûr pour savoir où elle devait être et où elle ne devait pas, s'avança néanmoins aussitôt. Dans un village, quand quelque chose ne va pas, les gens se rassemblent sans même s'en rendre compte. Léonard Harben s'approcha d'un pas nonchalant, la curiosité aiguisée. Madame Hartnell, sortant du bureau de poste, commença à traverser la rue. « Peut-être que M. Dorrance ne se sent pas bien, » dit mademoiselle Broom. Ses paroles étaient sensées. Sa voix était presque assurée. Seuls ses doigts, gantés, crispés sur l'anse de son panier, s'étaient crispés. Ils remontèrent ensemble le court chemin de gravier qui menait à la vieille malterie.
La pièce principale de Julian Dorrance, où il donnait des leçons, était ouverte. On y sentait l'odeur de la craie, des vieux livres et des cendres du feu de la veille. Les pupitres étaient alignés en rangées impeccables. Sur la table du maître se trouvaient 3 cahiers d'exercice et un exemplaire à noter de Jules Césarée, une clochette en laiton, ceux du genre de celles avec lesquelles il appelait les plus jeunes élèves du salon du jardin. Un rideau s'agitait à la porte intérieure. « Monsieur Dorrance » appela mademoiselle Broom. Il n'y a pas eu de réponse. Felicity laissa son vélo contre le mur et s'avança d'un pas devant les autres. « Julian » dit-elle, et Miss Marple entendit le prénom, prononcé à voix basse. La pièce intérieure avait jadis servi de bureau et conservait encore une atmosphère austère, malgré les efforts de Julian pour l'adoucir avec des étagères, un tapis perçant devant la cheminée et un bol de narcisses sur le bureau. Il était allongé sur le côté, près du bureau, un bras tordu sous lui, la tête sombre tournée vers l'âtre. Le cou l'avait atteint à la tempe. Du sang avait séché, noircissant ses cheveux et le bord du tapis. La clochette en laiton, tombée sur le côté près de sa main, était tachée au bord. Pendant une seconde, personne n'a bougé. Felicity laissa alors échapper un petit son, non pas un cri, mais une inspiration brusque, comme celle de quelqu'un qui vient de recevoir un coup. Tommy Bell se mit à pleurer. Léonard jura à voix basse. Mademoiselle Broom, avec un sang-froid remarquable, attrapa le garçon par l'épaule et le repoussa vers la salle de classe. Pas plus loin, Léonard, emmenez-le dehors. Immédiatement. Je dis immédiatement. Il obéit. Peut-être y avait-il quelque chose dans son visage qui ne laissait aucune place à l'hésitation. Miss Marple resta juste à l'intérieur du seuil, non par témérité, mais parce qu'on en apprend souvent davantage en faisant semblant d'en faire moins. Julian Dorrance paraissait déjà étrangement réservé dans la mort. Sous ses mains expertes, son manteau bien coupé, la légère moue soignée de ses lèvres étaient absurdement inchangés. C'était la pièce qui trahissait la violence. Une chaise avait été déplacée. Le vase de narcisses s'était renversé, mouillant un buvard et plusieurs feuilles de papier à lettres. Le feu avait faibli puis s'était éteint. Et près du pied du bureau, à demi caché par le tapis, gisait un gant de daim bleu. Miss Marple l'a remarqué immédiatement. Felicity le remarqua une seconde plus tard. Ses yeux se fixèrent dessus et s'écarquillèrent. Puis, avec un effort visible, elle détourna le regard. « Ne touchez à rien », a dit mademoiselle Broom. Le docteur Haydock était décédé depuis plusieurs années, et le médecin du village était désormais Stephen Collier, un homme plus jeune que ses responsabilités, grave, réservé et compétent. On l'avait déjà fait venir. On entendit d'ailleurs bientôt sa voiture arriver rapidement sur le gravier. En attendant son arrivée, personne ne parlait plus que le strict nécessaire. Léonard Harben était réapparu devant la porte, le teint pâle sous son bronzage. Madame Hartnell, retenue par la main plus ferme de Madame Bantry, murmurait à voix haute qu'elle avait toujours trouvé M. Dorrance un peu étrange, alors qu'en réalité, il n'était pas plus étranger que Surrey. Stephen Collier entra, embrassa la pièce du regard et s'approcha du corps. Il s'agenouilla, toucha le poignet du défunt, puis leva les yeux. « Il est mort depuis quelques heures. »« Depuis ce soir ?» demanda mademoiselle Broom. « Oui, je dirais plutôt hier soir. » Le visage de Felicity s'était figé, presque vidé de toute expression. Miss Marple la regardant, et y vit non seulement de l'horreur, mais aussi du calcul, un calcul effrayé, réticent, urgent. C'était le regard de quelqu'un qui avait déjà commencé à peser le pour et le contre de ce qu'il pouvait dire sans risque. L'inspecteur Craddock arriva de Much Benham avant midi. À St. Mary Mead, il fut accueilli par ce mélange d'inquiétude, d'hospitalité et d'excitation particulière qui caractérise toujours les villages lorsqu'un crime frappe autrui. Craddock connaissait l'endroit, et Miss Marple, ce qui était une aubaine pour tous, sauf pour ceux qui avaient quelque chose à cacher. À 11h30, le corps avait été emporté, la salle de classe fermée, et chaque porte du presbytère au pub Blue Boar avait reçu au moins un avis d'expert. La première manifestation d'indignation du village eut lieu, comme tant d'autres événements importants, c'est dans le salon de Madame Bantry.
autour d'un café. Madame Bantry, elle-même, grande, charmante et d'une curiosité insatiable, trônait parmi les coussins, telle une aimable magistrate des commérages. Madame Hartnell était arrivée, l'air lourd d'importance. La femme du vicaire, pâle et soucieuse, rôdait avec une assiette de gâteau aux graines. Et Miss Marple, absorbée par son tricot, semblait de loin la moins curieuse des personnes présentes. « Eh bien, » dit Madame Hartnell, après une brève et sincère déclaration de tristesse, « je me fiche de ce que disent les autres. Cette pauvre jeune Price avait l'air d'avoir vu un fantôme avant même de mettre les pieds dans la maison. » « N'importe qui le ferait, » a dit la femme du vicaire. « Je ne parle pas d'après. Je parle d'avant. Elle était blanche comme un linge quand elle a fait demi-tour. Et elle utilisait aussi son prénom. »« Vous n'avez rien entendu de tel ?» répondit Madame Bantry d'un ton assuré. « Ma chère Dolly, absolument. » Madame Bantry se tourna vers Miss Marple. « Jane ?» Miss Marple a lancé une petite pique. « Je crois que Miss Price a bien dit Julian, oui. » La femme du vicaire semblait contrariée. « Ce besoin ne signifie rien. Ils ont tous deux travaillé pour l'école. »« Les gens des villages, » dit Madame Hartnell d'un ton sombre, « pensent très souvent que les choses ne signifient rien jusqu'à ce qu'elles prennent tout leur sens. » Madame Bantry soupira de plaisir. « Continuez, chère Elspeth. » Madame Hartnell n'eut pas besoin d'être incitée. « Il y a aussi Léonard Harben. Il s'est disputé avec M. Dorrance la semaine dernière devant la poste. Ma femme de chambre a tout entendu depuis les marches. C'est une histoire d'argent, et M. Dorrance a dit « Vous devriez être reconnaissante que je me sois tue aussi longtemps. » C'était fort désagréable. Léonard est parfaitement capable de comportements désagréables, a déclaré Madame Bantry. Sa tante l'est aussi. Sa tante aussi, dit Madame Bantry, terminant sa phrase avec satisfaction. Et si Léonard s'est comporté comme un imbécile, ce qui est dans sa nature, Madame Octavia Harben ne ferait qu'empirer les choses en essayant de le calmer. Madame Hartnell hocha légèrement la tête, l'air sévère. Elle ne pardonne jamais à personne les désagréments causés par ses propres problèmes. L'épouse du vicaire, qui n'appréciait guère de telles remarques mais ne pouvait s'empêcher de s'y intéresser, dit timidement « Nous ne devrions certainement pas spéculer. »« Ma chère, » dit Madame Bantry, « les spéculations sont ce que font les villages pendant que la police agit de manière officielle. » Les aiguilles de Miss Marple bougeaient doucement. C'est parfois utile aussi. Il faut seulement se rappeler que ce que les gens disent en dit souvent plus long sur eux-mêmes que sur la personne dont ils parlent. Madame Hartnell, n'ayant pas vu la demande, se pencha en avant. « Eh bien, je dois dire que ce précepteur en savait beaucoup trop. On lui confiait des enfants, et avant même que 3 mois ne se soient écoulés, il savait qui était en retard de paiement pour le charbon, qui avait un fils alcoolique et qui avait reçu des lettres non montrées à sa famille. Des hommes comme ça sont dangereux. Il y avait du vrai là-dedans. Julian Dorrance n'avait pas été ouvertement désagréable. Mais il possédait même cette patience cultivée qui passe souvent pour de la bienveillance. Mais il avait cette façon de faire en sorte que les informations semblent venir à lui d'elles-mêmes, et une fois qu'il les avait, elles restaient comme enfouies quelque part derrière la douceur de son regard. L'inspecteur Craddock passa le reste de la matinée avec une méticulosité qui en déçut certains et en inquiéta d'autres. Il commença, comme le font généralement les policiers, par les faits les plus simples. Julian Dorrance avait été vu vivant pour la dernière fois la veille au soir, peu après 20 heures, lorsque Madame Pritchard, qui venait 2 fois par semaine pour s'occuper de lui, l'avait laissé dans la salle de classe en train de corriger des cahiers d'exercice. À 20h30, si on avait entendu Léonard Harben se disputer avec lui dans le chemin derrière le mur. Vers 21h, selon Madame Needle, la couturière, une bicyclette était passée devant sa maison en direction de l'Old Malt House. À 21h10, le vicaire, revenant d'une visite chez un malade, avait aperçu de la lumière dans la chambre de Dorrance. À 21h30, la lumière était éteinte. Il n'y avait aucune trace de vol. La montre, le portefeuille et la bague de Dorrance étaient toujours là.
Plusieurs tiroirs avaient été ouverts, mais personne ne pouvait encore dire si c'était par recherche ou par habitude. Le coup avait été porté avec une force considérable, et d'après la hauteur et la direction que Stephen Collier suggérait, la cloche en laiton pourrait bien avoir été l'arme du crime. Cela, en soi, était suffisamment horrible pour perturber même le goût de Madame Hartnell pour les détails. À l'heure du déjeuner, le village apprit une chose de plus. Un mot avait été trouvé parmi les papiers de Dorrance. Il l'avait en main, et c'était bref. F. Veuillez venir à 9h15. Il y a quelque chose que vous ne pouvez plus laisser dans l'incertitude. J.D. Cette connaissance se répandait dans St. Mary Mead, non pas comme un feu, mais comme un courant d'air sous les portes. Miss Marple l'apprit d'abord de la bonne qui apporta le plateau, puis, 1 heure plus tard, sous une forme corrigée, de l'inspecteur Craddock lui-même, qui passa dans l'après-midi sous le prétexte raisonnable de lui demander si elle avait remarqué quelque chose d'utile, et sur la conviction moins avouée, mais tout aussi raisonnable qu'elle en avait très souvent. Il était assis dans son salon, son chapeau à côté de lui et ses longues mains agiles repliées sur un genou. Par la fenêtre ouverte parvenait la douce odeur de la terre, après l'arrosage, et les voix lointaines d'enfants, pas encore vraiment effrayés par la mort. « Eh bien, Miss Marple, dit-il, j'ose dire que vous en avez vu des choses. On le fait généralement quand on est vieux et qu'on n'est plus considéré comme important. » Craddock sourit. « Oui, il y a ça. » Elle lui raconta, avec précision et sans fioriture, ce qu'elle avait vu depuis le portail. Le passage de Miss Broom, Léonard attendant près du porche, Felicity descendant l'allée à vélo, le portail ouvert de l'Old Malt House, l'arrivée de Tommy Bell et la découverte dans la pièce intérieure. Elle décrivit la position du gant telle qu'elle s'en souvenait. « Le gant en daim bleu ?» demanda Craddock. « Oui. Nous avons trouvé son congénère dans la chambre de Mademoiselle Price. »« C'est gênant, » dit Miss Marple. « Très. » Il la regarda attentivement, mais elle se contenta de lisser un pli de laine sur ses genoux. « Ce n'est pas tout, » dit Craddock. « Mademoiselle Price a d'abord nié avoir vu Dorrance hier. Puis, confrontée aux mots et aux gants, elle a admis être passée en fin d'après-midi. Elle affirme avoir laissé le gant sur place à ce moment-là, et non le soir. Elle dit avoir reçu le mot, mais ne pas être retournée sur les lieux. La croyez-vous? Je ne sais pas encore. Le docteur Collier semble très soucieux que nous le fassions. » Un silence à peine perceptible suivit. « Hein ?» dit Miss Marple. « Oui, exactement. Il est, si j'ai bien compris, très proche de Mademoiselle Price. » Les gens l'attendirent depuis un certain temps. Craddock acquiesça. Il admet avoir marché avec elle mardi. Ce n'est pas une infraction, mais cela lui donne une raison de la soutenir. Et Monsieur Dorrance? Il semble avoir eu des raisons de subvenir à ses besoins par divers moyens qui ne figurent pas dans les 10 commandements. Miss Marple le regarda par-dessus ses lunettes. Craddock prit la réprimande avec philosophie. « Je vais reformuler. Nous avons des raisons de croire qu'il faisait pression sur Léonard Harben pour obtenir de l'argent. Nous avons des raisons de croire qu'il détenait la correspondance privée de Mademoiselle Price, et nous avons des raisons de croire que Mademoiselle Broom a reçu de lui, hier matin, une lettre qu'elle a brûlée. »« Une lettre qu'elle a brûlée ?» demanda doucement Miss Marple. Et c'est ce que dit sa servante. Seule l'enveloppe est restée dans la cheminée. Elle a dit à la jeune fille qu'il ne s'agissait que de comptes scolaires, ce qui est probablement faux. Savez-vous quelque chose sur le lien entre Mademoiselle Broom et Mademoiselle Price? Seulement, Mademoiselle Broom s'est montrée très intéressée par elle. Craddock se leva après quelques instants de conversation supplémentaire et s'éloigna, l'air pensif. Miss Marple resta assise quelques minutes après son départ, son tricot oublié. Ce n'était pas qu'elle fût parvenue à une conclusion. Au contraire, l'affaire avait déjà acquis cette densité désagréable où plusieurs vérités se pressaient les unes contre les autres, donnant l'apparence d'un seul mensonge. Pourtant, son esprit, avec la terrible rigueur de l'âge, en avait commencé à classer les gens selon ces schémas villageois qui se répétaient si souvent, avec de petites différences extérieures et la même détresse intérieure. Une jeune femme en difficulté. Un homme dont la politesse était simplement préférable à la grossièreté. Un jeune homme du coin criblé de dettes.
Une femme d'un certain âge, respectable mais trop sûre d'elle. Un médecin amoureux. À première vue, cela paraissait terriblement banal. Ce soir-là, tant que la lumière persistait, l'église St. Mary Mead était plus calme que d'habitude. Les portes fermèrent un peu plus tôt. Un ou deux visiteurs ne firent pas leur visite comme prévu. La répétition de la chorale fut annulée. Miss Marple, sortant déposer un petit bouquet sur le seuil d'une veuve, aperçut Felicity Price marchant d'un pas rapide dans l'allée en direction de la maison du médecin, la tête baissée, son manteau déboutonné au col. Elle ne portait pas de gants. Plus tard, à 7h30, Felicity en personne est venue lui rendre visite. Elle se tenait dans le petit salon, affichant une sorte de calme forcé, comme si elle s'y était contrainte par sa conscience. Elle paraissait plus jeune que le matin, peut-être 24 ans, et la tension qu'elle avait manifestée auparavant était plus visible maintenant que son visage avait perdu toute couleur. Elle était jolie, d'une beauté simple et spontanée, comme les jeunes filles qui n'ont pas encore compris ce que les autres peuvent lire en elles. Sa bouche, cependant, avait changé au cours de la dernière journée. Elle s'était crispée. « J'espère que je ne vous dérange pas. »« Pas du tout, ma chère, asseyez-vous. » Felicity s'assit, puis se releva, puis se rassit. Ses mains nues et d'apparence froide étaient serrées trop fort. « Je pensais que vous aviez peut-être entendu des choses. Dans un village, ça arrive. » Elle essaya de sourire, mais n'y parvint pas. « Et vous êtes gentille. On dit des choses à Madame Bantry, mais à vous, on dit la vérité. » Miss Marple n'a rien dit. « Ils pensent que je l'ai tué, » a déclaré Felicity. « Il vaudrait mieux, dit Miss Marple, me dire ce qui est vrai plutôt que de me dire ce qu'ils pensent. » Felicity baissa les yeux. « Je suis allée le voir hier après-midi, vers 17h. Il m'avait écrit pour me dire qu'il avait des lettres de ma mère et qu'il était temps qu'on me les rende. Ma mère est morte quand j'avais 17 ans, et il ne restait plus grand-chose d'elle. Je pensais... » Sa voix se brisa et se stabilisa. « Je pensais que je devais les récupérer. Est-ce qu'il vous les a donnés? » Non. Il a dit qu'il avait changé d'avis. Il a dit qu'il y avait des choses que je ne comprenais peut-être pas et que nous devrions nous reparler le soir. J'étais en colère. Je suis parti. J'ai dû oublier le gant à ce moment-là. Et le mot vous demandant de venir à 9h15. Oui, tu y es allé? Felicity serra les doigts l'un contre l'autre, jusqu'à ce que ses jointures blanchissent. Non. Miss Marple, qui l'observait, pensa « Ce n'est pas toute la vérité. » Felicity poursuivit d'un ton pressé. « J'ai commencé à partir, j'ai mis mon manteau, puis j'ai pensé que c'était absurde, voire cruel, de le laisser me donner des ordres. Il était devenu étrange ces derniers temps. Il parlait comme s'il avait un droit sur moi. Je ne l'avais jamais encouragé, jamais. Si on dit le contraire, on ment. Sa couleur s'est soudainement et douloureusement accentuée. « Vous l'aimiez bien autrefois ?» demanda doucement Miss Marple. Felicity laissa échapper un petit rire presque amer. « Je l'admirais. Tout le monde l'admirait à son arrivée. Il faisait se sentir bête d'être méfiant et idiot d'être ravi. Et puis on voyait... » Elle s'interrompit. « Qu'a-t-on vu ? Qu'il aimait le pouvoir, même les plus infimes. Savoir quelque chose en premier, en cacher, observer si on allait poser la question. » Elle regarda Miss Marple droit dans les yeux. Il avait le don de faire passer la gentillesse pour une dette. Le regard bienveillant de Miss Marple se posa sur elle, mais ses pensées étaient déjà ailleurs. Ce n'était pas le discours d'une jeune fille innocente. Entre Felicity et Juliane Dorrance, il s'était passé quelque chose de plus profond qu'une simple admiration villageoise. « Vous étiez amoureuse de lui », dit Miss Marple. Felicity tressaillit, non pas à cause du fait lui-même, mais en entendant le nom de la chose. « Pendant un petit moment, » dit-elle. « Je suppose que oui. Ça paraît idiot maintenant. Je croyais qu'il comprenait tout. Puis j'ai découvert qu'il ne faisait que le remarquer. » Cela aussi sonnait juste. Le docteur Collier était-il au courant? L'expression de Felicity changea aussitôt. La peur, l'instinct de protection et une sorte de fierté désespérée s'y mêlèrent. Stephen ne sait rien qui puisse vous aider. Il sait donc quelque chose.
Il en sait assez, dit-elle en se levant brusquement. Je n'ai pas tué Julian Dorrance. Si j'avais souhaité sa mort, ce n'était pour une seule et unique raison. Et ça? Les lèvres de Felicity tremblaient. Parce que les gens comme lui laissent des traces, même après leur départ. Après son départ, Miss Marple resta immobile. Felicity n'avait pas été tout à fait sincère. Pire encore, elle avait parlé avec cette étrange franchise propre à ceux qui expriment leurs sentiments pour dissimuler leurs actes. C'était fort regrettable. Le lendemain matin eut lieu la première des interviews importantes qui allaient façonner l'opinion dans le village. Leonard Harben fut aperçu entrant dans la salle de police du Blue Boar peu après 10 heures, et lorsqu'il en ressortit près d'1 heure plus tard, son visage était maussade, marbré et provocateur. Il arborait ce charme désordonné que l'on trouve souvent séduisant chez les hommes, jusqu'à ce qu'une crise révèle qu'il n'est qu'une faiblesse dissimulée. Sa cravate était de travers, ses cheveux auraient mérité d'être coupés, et son expression trahissait une cruauté dont il n'aurait jamais su dire les détails. Il rencontra Miss Marple près du green et, étant à la fois agité et vaniteux, s'arrêta aussitôt. « Il se trompe complètement », a-t-il déclaré. « Cela arrive parfois. » Il laissa échapper un petit rire. Ils essaieront de faire porter le chapeau à la fille, s'ils le peuvent. Le feront-ils? Allons, Miss Marple. Tout le monde sait que Dorrance la courtisait. Il lui écrivait des lettres et se promenait de sa voix douce. Il se croyait irrésistible. L'a-t-il fait? Léonard donna un coup de pied irrité au bord du trottoir. Les femmes l'appréciaient bien, les plus âgées aussi. Cette femme de Broome lui aurait repassé ses chaussettes s'il le lui avait demandé. Miss Marple le regarda. Ce n'est pas gentil. C'est vrai. La vérité et la méchanceté ne sont absolument pas la même chose, monsieur Harben. Il rougit. Eh bien, je me fiche de ce qu'elle a fait pour lui. Il n'avait pas à se mêler de mes affaires. Vous vous êtes disputé avec lui. Oui, c'est exact. Il s'agissait d'un prêt privé. Si un homme a des dettes, cela ne regarde pas tout le village. Si cela conduit à un meurtre, cela devient leur affaire. Il se retourna brusquement. Vous ne croyez pas que je l'ai tué? Je pense, dit Miss Marple, bien que les hommes qui se sentent acculés se comportent parfois de manière plus stupide qu'ils ne le pensaient. Son visage changea alors, et elle ne vit plus de culpabilité, mais une alarme d'un autre genre. Je ne l'ai pas tué, dit-il. J'y suis allé vers 8h30. Il était vivant et d'une suffisance insupportable. Il a dit que si je ne réglais pas un problème, il serait peut-être obligé de parler à ma tante. Je l'ai envoyé balader, et en partant, j'ai vu le vélo de Mademoiselle Price près du mur. Miss Marple laissa passer un instant. Vous en êtes tout à fait sûr? Oui. C'est une déclaration sérieuse. Il la regarda fixement, puis se redressa. Eh bien, c'était un vélo comme le sien. Cadre bleu, panier à l'avant. Il y a plus d'un vélo dans le village. Il marmonna quelque chose d'impatient. Monsieur Harben, escondit Miss Marple, si vous essayez de vous protéger en aggravant le danger qui menace autrui, vous risquez de commettre un acte vraiment très grave. Un instant, il prit un air presque enfantin. Je ne cherche pas à faire quoi que ce soit. Je veux juste que cette histoire monstrueuse prenne fin. Pourtant, lorsqu'il poursuivit, les épaules voûtées, Miss Marple ne fut pas convaincue. Léonard mentait trop facilement pour bien mentir. On entendait toujours les coutures. Plus tard dans la même journée, mademoiselle Broome fut interrogée plus longuement, et comme l'inspecteur Craddock avait à la fois du tact et de la curiosité, il ne s'opposa pas à la présence de mademoiselle Marple lorsque, sous l'égide de la femme du vicaire, le thé fut servi dans la salle paroissiale et que la conversation, par un chemin tout à fait naturel dans les villages, n'en aborda le sujet. Mademoiselle Emmeline Broome prit son thé sans sucre, tenait sa tasse d'une main ferme et portait de nouveau ses gants gris perle. De cuir fin et d'un style un peu démodé, il se fermait au poignet par 3 petits boutons. Elle n'avait ôté ni son chapeau ni ses gants, bien que la pièce fût chaude grâce au soleil de l'après-midi. « Je ne vois pas, » dit-elle de sa voix sèche et précise, « en quoi la réception d'une lettre devrait avoir la moindre importance. » Craddock, patient, dit «
Parce que M. Dorrance a été tué le soir même, mademoiselle Broom, et parce que votre domestique dit que vous avez brûlé la lettre immédiatement. Mon serviteur est impertinent. La lettre venait-elle de lui? C'était. Sur quel sujet? Une privée. Son visage était si impassible qu'on aurait pu croire la réponse définitive. Mais Miss Marple, qui avait observé la maîtrise de soi sous de nombreuses formes, remarqua une raideur au coin des lèvres, qui suggérait non pas le calme, mais la tension. « Cette affaire privée concernait-elle mademoiselle Price ?» demanda Craddock. C'était vraiment très léger, mais elle inspira profondément. « Je ne vois pas pourquoi cela devrait concerner la police. Qui est concerné ? Car si cela concernait mademoiselle Price, et que M. Dorrance a par la suite fait venir mademoiselle Price, cela pourrait expliquer le mobile. » Mademoiselle Broom posa sa tasse. « Très bien. Il a écrit qu'il estimait que Felicity devrait en savoir plus sur l'histoire de sa mère et que, si j'avais la moindre affection pour la jeune fille, je ne m'y opposerais pas. » La femme du vicaire laissa échapper un murmure surpris, et Craddock dit calmement. « Pourquoi devriez-vous vous opposer à lui ? » « Parce que les morts ont droit à la décence, inspecteur. Parce que les jeunes femmes ne sont pas aidées lorsqu'on exhume des histoires sordides pour satisfaire des hommes influents. » L'histoire était-elle sordide? Mademoiselle Broom le regarda avec des yeux brillants et froids. La plupart des histoires le sont, si on en connaît suffisamment. Quel était le passé de la mère de mademoiselle Price? Je refuse d'en discuter. Craddock changea de direction. Avez-vous vu Dorrance hier soir? Non. Êtes-vous sorti après le dîner? Non. Quelqu'un peut-il confirmer cela? Ma femme de ménage allait et venait. Je ne demande pas à être reçue à chaque fois que je traverse mon propre couloir. Lorsqu'elle quitta la salle paroissiale un peu plus tard, Miss Marple remarqua qu'une manchette avait glissé juste assez pour laisser apparaître le bouton du haut manquant du gant droit. C'était un détail infime. Pourtant, elle se souvenait, avec cette fidélité mécanique propre aux personnes âgées, pour les détails visibles, que lorsque mademoiselle Broom avait tenu son panier la veille au matin, son poignet droit lui avait paru parfaitement net et intact. Un bouton, certes, ce n'était rien. Les boutons se décollaient tout le temps. Mais comme celui-ci n'avait pas disparu avec les autres dans son esprit, il était resté. Cet après-midi-là, l'inspecteur Craddock fit de nouveau venir Felicity. Avant le soir, on savait, sans que cela soit encore officiel, qu'elle n'avait pas été arrêtée uniquement parce que le docteur Collier insistait pour rester auprès d'elle, et parce que les preuves, bien que péniblement accablantes, n'étaient pas encore suffisantes. Le mot « le gant », son mensonge. La déclaration de Léonard à propos du vélo, un fragment de papier brûlé provenant de la cheminée de Dorrance, contenant les mots « Je ne peux plus supporter ça dans la main d'une jeune femme ». Miss Marple a eu connaissance de ce fragment de la bouche de Craddock lui-même, qui arriva plus tard que de raison et paraissait plus fatigué qu'un policier ne devrait l'être. « Vous pensez que c'était mademoiselle Price ?» Il hésita. « Je crois qu'il y a beaucoup de choses qui jouent contre elle. Et toi ?» Il semblait agacé contre lui-même. « Zut, je déteste le dire, mais oui. Pour le moment, c'est le cas. »« Moi aussi, » dit Miss Marple à voix basse. Cela lui coûtait de le dire. Felicity avait la jeunesse, la détresse, et ce regard de celle qui avait déjà honte de quelque chose dont elle n'était pas entièrement responsable. Pourtant, le schéma était inéluctable. Un homme devenu insistant, de vieilles lettres, une jeune fille trompée, puis acculée. Cette pensée la glaça. Craddock dit « Il y a plus ». Le bureau de Dorrance contenait une demi-feuille, fortement imbibée par ce bol renversé. Nous ne pouvons en lire que des fragments. Il semble s'agir du début d'une lettre non encore envoyée. Vous ne pouvez pas vous attendre à ce que je garde le silence au sujet de Rose simplement parce que vous êtes sentimental. La jeune fille a le droit... Et puis l'encre bave. « Rose », répéta Miss Marple. Rose Price était la mère de Felicity. Oui. Nous ignorons à qui la lettre était adressée. Peut-être à mademoiselle Broom, peut-être à mademoiselle Price elle-même. Dans le premier cas, mademoiselle Broom détient sans doute des informations qu'elle préfère taire. Miss Marple dit, presque pour elle-même.
La jeune fille a raison. Puis, après une pause, « Oui, on donnerait n'importe quoi pour une telle sentence. Tout dépend du reste. » Craddock leva brusquement les yeux, mais elle se contenta de secouer la tête. Les jours qui suivirent eurent l'atmosphère étrangement pesante d'un village paralysé par un scandale. On continuait à faire les choses ordinaires, parce qu'il le fallait. Le lait arriva. Le vicaire prépara son sermon. Madame Hartnell persistait à se plaindre des commerçants, mais une sorte de fine poussière de malaise planait sur tout. On baissait la voix au passage de Felicity et on l'élevait trop fort en son absence. On appelait les enfants des ruelles plutôt que d'habitude. Chez l'épicier, on parlait avec tendresse de la nervosité de Mademoiselle Price, avec la délectation de ceux qui préfèrent la douceur à la justice, car elle est tellement plus pittoresque. Miss Marple observait, écoutait, et à son propre malaise croissant, restait prisonnière de sa fausse conviction. Le comportement de Felicity était parfaitement cohérent. Elle ne protestait pas avec l'indignation pure et simple propre à l'innocence. Elle évitait les déclarations directes. Il était évident qu'elle tenait à Dorrance. Il était évident qu'elle protégeait Stephen Collier de quelque chose. Un jour, en passant devant le portail du cabinet du médecin, Miss Marple entendit des voix à l'intérieur. Celle de Felicity, basse et tendue, et celle de Stephen, calme et pressante. « Vous ne pouvez pas continuer comme ça, » a-t-il dit. « Je dois. »« Tu ne lui dois plus rien. »« Non, » dit Felicity. « C'est ce qui est pire. » Miss Marple poursuivit son chemin, le cœur lourd. 2 jours plus tard, elle rendit visite à Mademoiselle Broom sous l'excellent prétexte des listes de la kermesse paroissiale et la trouva dans le petit salon derrière l'école, où chaque objet semblait avoir été placé selon une règle plus stricte que le confort. Des livres étaient rangés verticalement, un vase de narcisses blancs fraîchement coupé illuminait le sol et un petit feu brûlait malgré la douceur de la journée. Mademoiselle Broom, quant à elle, était assise à une table à écrire, en train de corriger des calculs. « J'espère ne pas vous déranger. »« Pas du tout, Miss Marple. » Ils parlèrent d'abord du bazar et du manque de bénévoles pour le stand de fruits et légumes. Ce n'est qu'après quelques minutes que Miss Marple déclara. D'un ton faussement désinvolte, la pauvre Felicity a vécu des moments difficiles. Pour la première fois, une certaine tendresse apparut sur le visage de Mademoiselle Broom. Oui, tu l'as toujours beaucoup appréciée. Je la connais depuis qu'elle portait des tabliers. Et sa mère aussi. Le stylo de Mademoiselle Broom s'est arrêté. Oui, je crois qu'elle s'appelait Rose. Mademoiselle Broom déposa soigneusement le stylo à côté du buvard. C'était ma cousine. Voilà qui explique votre intérêt. Cela ne nécessite aucune explication. Non, répondit Miss Marple. Ce n'est que parfois qu'une explication permet de comprendre le dévouement. Mademoiselle Broom la regarda droit dans les yeux. Si vous êtes venu demander si Felicity a tué Julian Dorrance, la réponse est non. C'est plus certain que ce que la police laisse paraître. Je la connais. Cela a induit beaucoup de gens en erreur. Une légère coloration colora les joues fines de Mademoiselle Broom. Elle a du caractère, dit-elle, et peut-être un peu trop d'imagination. Mais elle n'est pas cruelle. Le regard bienveillant de Miss Marple se posa sur les narcisses. Cruauté et violence ne sont pas toujours synonymes. Un silence de mort régnait un instant dans la pièce, si bien qu'on entendait le tic-tac de l'horloge noire sur la cheminée et venant de la salle de classe principale, le grincement d'une chaise qu'on déplaçait. Puis, d'un ton toujours aussi maîtrisé, Mademoiselle Broom déclara « Julian Dorrance était cruelle. » Elle était là, nue et sans aucune réserve. Miss Marple leva brusquement les yeux. Mais l'autre femme s'était déjà remise sur ses gardes. « Je veux dire, » a déclaré Mademoiselle Broom, « qu'il appréciait la pression. Ce genre d'homme l'apprécie souvent. » Alors que Miss Marple se levait pour partir, elle jeta un dernier coup d'œil au gant gris posé sur le coin du bureau. Le gant droit n'avait effectivement que 2 boutons. Un fil pendait encore à l'endroit où aurait dû se trouver le haut. À la porte, Mademoiselle Broom déclara brusquement
Si la police persiste à tourmenter cette jeune fille, elle lui fera plus de mal que le mort n'en a jamais fait de son vivant. « C'est curieux, » dit Miss Marple, « que vous parliez comme s'il l'avait blessée. » La main de Miss Broom se referma sur le chambranle de la porte. « N'avez-vous jamais remarqué, Miss Marple, combien de fois un homme respectable blesse une jeune fille sans la toucher d'une manière qui puisse donner lieu à des poursuites? » Non. Miss Marple sortit dans la douceur de l'après-midi avec le sentiment d'avoir entendu plus de vérité que Miss Broom n'avait peut-être voulu dire. Pourtant, la vérité dans un sens n'excluait pas la culpabilité dans l'autre. La protection de la pauvre femme pouvait fort bien provenir d'une connaissance a posteriori des faits, de la pitié, de la loyauté familiale. Elle ne remettait cependant pas en cause l'autre schéma. Et parce que les êtres humains ont si souvent tendance à se rassembler au mauvais endroit autour de la mauvaise personne, Miss Marple continuait de croire que Felicity était au cœur du problème. La faille dans cette croyance provenait d'un détail insignifiant. C'était encore un gant. 2 matins plus tard, Madame Needle, la couturière, passa consulter Miss Marple au sujet d'une insertion de dentelle et, comme le font souvent les visiteurs de village, elle apporta avec elle le véritable objet de sa visite. « Je ne devrais pas le répéter, » dit Madame Needle en s'installant fermement dans le meilleur fauteuil. « Mais je pense que vous devriez savoir que Leonard Harben s'est comporté de manière tout à fait honteuse. » « De quelle manière ? » « Il appelle partout et laisse entendre qu'il en sait plus que la police. Il était chez moi, hier après-midi, pour me demander si j'avais vu quelqu'un dans le chemin la nuit du décès de M. Dorrance. Je lui ai dit seulement le vélo. Alors il m'a demandé si je pouvais jurer que le cycliste portait des gants bleus. Des gants bleus, comme si j'étais un expert en mercerie, assis à ma fenêtre au clair de lune. « C'est intéressant, » dit Miss Marple. « Oui, et c'est plus qu'intéressant. Il avait de l'argent ce matin? Il a payé à mon frère la moitié d'un souverain qu'il lui devait depuis 6 mois. » Miss Marple leva les yeux. En effet, satisfaite, Madame Needle acquiesça. Et en billets frais, en plus. Après son départ, Miss Marple resta assise un moment, la dentelle négligée sur ses genoux. Le fait que Leonard Harben ait réglé ses dettes était un événement suffisamment rare pour exiger des explications. S'il avait obtenu de l'argent soudainement, après avoir interrogé des témoins au sujet du gant de Felicity, la conclusion était « on ne peut plus clair ». Léonard tirait profit de connaissances ou de connaissances feintes. Elle alla voir l'inspecteur Craddock cet après-midi-là. Il la reçut dans la chambre provisoire du Blue Boar et l'écouta sans l'interrompre, et seul le tapotement de son crayon contre le buvard trahissant sa réflexion. Harben pourrait donc faire chanter quelqu'un. Oui. Qui? Miss Marple hésita. Au début, j'aurais dû dire Miss Price. Maintenant, je ne suis plus sûr. Craddock plissa les yeux. Parce que... Car si Mademoiselle Price était coupable, elle serait trop bouleversée pour négocier habilement, et parce que M. Harben n'est pas du genre à épargner la vanité d'une femme. Il appuierait sur son point faible, mais il existe une autre possibilité. Mademoiselle Broom. Oui. À cause de la lettre concernant Rose? Et parce que les femmes qui ont passé des années à se maîtriser sont très souvent les plus difficiles à gérer lorsqu'une chose devient sacrée. Craddock se pencha en arrière. C'est très joli tout cela, Miss Marple. Mais je ne peux pas arrêter une vieille fille institutrice parce qu'elle boutonne ses gants trop serrés. Non, répondit Miss Marple. Mais si Leonard Harben soutire effectivement de l'argent à la mauvaise personne, il pourrait se passer quelque chose. Quelque chose s'est produit. Cela s'est passé ce soir-là, à l'église. La répétition de la chorale, déjà reportée une fois, avait repris avec une piété pragmatique sous l'impulsion du vicaire, qui considérait le désordre comme une victoire du diable. À 7h15, plusieurs femmes arrangeaient la musique dans la sacristie tandis que M. Dobbs, l'organiste, discutait avec les ténors de leur respiration. Leonard Harben, qui chantait parfois sous l'influence de l'alcool et flirtait plus souvent sous le porche, avait été aperçu quelques minutes plus tôt, flânant près du porche. À 7h30,
Lorsqu'un des enfants de chœur monta au clocher chercher une écharpe oubliée, il en redescendit le visage blême et aphone. Léonard était suspendu à la corde de la cloche. Contrairement à ce que la première impression laissait présager, il n'était pas suspendu, mais affalé de façon grotesque contre la charpente, un bras tordu derrière le dos, la tête penchée de façon effroyable. La corde avait été nouée avec une efficacité macabre. La mort n'était pas survenue par pendaison au sens strict du terme. Stephen Collier, appelé sur le champ, déclara que la nuque avait probablement été brisée par une violente torsion après un coup ou une lutte. C'était un travail brutal et horrible, accompli rapidement et avec force. L'église, avec ses pierres usées, ses tableaux de cantiques et l'humidité du soir, devint à la fois terrible et indécemment bondée. Des livres de chant étaient ouverts sur les bancs en contrebas, tandis que des femmes pleuraient par petits sanglots étouffés et que le vicaire semblait avoir perdu tout espoir de justice. Miss Marple n'était pas encore à l'église, mais lorsqu'elle arriva enfin, soutenue par la détermination de Madame Bantry et la sienne, le corps avait été descendu et déposé dans la sacristie sous un manteau. L'inspecteur Craddock se tenait près des fonds baptismaux, grave et le regard dur. Il s'est immédiatement approché d'elle. « Je pensais que tu aurais entendu. »« Oui. »« Oh là là, oh là là. Ce n'était pas un suicide. Non. Nous avons trouvé ceci dans sa poche. » Il lui montra, enveloppée dans une enveloppe, une bande de papier déchirée, humide et froissée comme si elle avait été portée trop longtemps par une main nerveuse. Dessus, de l'écriture de Dorrance, on pouvait lire « Ne pas l'épouser sans lui dire de qui elle est, la fille. » Miss Marple sentit le monde changer. L'église qui l'entourait, la lumière du gaz, la pierre, le vieux cirage du bois, le murmure des voix tremblantes du village, sembla un instant se retirer et ne laisser apparaître que le sens brut de la phrase. « De qui est-elle la fille ?» répéta-t-elle. Oui, Harben avait ça, et autre chose. Craddock serra les lèvres. Il avait reçu 2 livres en billets, glissés dans une partition. Aucune indication de l'expéditeur. Miss Marple regarda par-dessus son épaule dans l'allée sombre où Felicity se tenait, une main agrippée au dossier d'un banc. Stephen Collier était à ses côtés. Elle fixait non pas la silhouette de Léonard, enveloppée dans un voile, mais la corde de la cloche, détendue et enroulée là où elle avait été coupée. Son visage exprimait la peur, devenue plus ancienne et plus froide que le choc. Miss Marple dit calmement « Inspecteur, Miss Price ne peut pas avoir fait les 2. »« Non, » répondit Craddock. « Et si Harben a été tué pour cette bagarre, alors notre dossier contre elle pourrait bien être fondé sur des mensonges depuis le début. » Il y eut alors un retournement de situation brutal, qui ébranla non seulement la théorie de la police, mais aussi les certitudes profondes de Miss Marple. Elle avait cru Felicity coupable, l'avait prise en pitié, avait jugé la nature du péché, mais elle s'était trompée. S'étant trompée de cette manière fatale qui consiste à percevoir la vérité d'une détresse et à l'attribuer à un acte répréhensible. Cela l'a à la fois humiliée et aiguisée. Qui donc? Harben avait deviné quelque chose sur le bureau de Dorrance. Suffisamment pour demander à Madame Needle si elle avait vu des gants bleus, suffisamment pour soutirer de l'argent, suffisamment pour être réduit au silence. La phrase déchirée changea tout. Juliane Dorrance avait prévu de se marier, peut-être avec Felicity, peut-être sous la contrainte, mais un obstacle lié à ses origines s'était dressé. Quelqu'un était au courant. Quelqu'un avait tué pour empêcher que ce savoir ne soit révélé. Quelqu'un avait tué une seconde fois pour empêcher qu'il ne soit vendu. Et que quelqu'un avait effectué des travaux de démolition dans le clocher d'une église. Pour de telles choses, on n'avait pas tant besoin de force brute que de courage. Les jours qui suivirent la mort de Léonard Harben furent bien différents des premiers jours qui suivirent le meurtre de Dorrance. Auparavant, on parlait de scandale. Désormais, quand on parlait encore, on évoquait le danger. Les portes restaient verrouillées. Des hommes proposaient de raccompagner les femmes. Madame Octavia Harben, indignée plutôt qu'affligée, se retira dans son lit et donnait des ordres avec une fermeté implacable.
Les répétitions de la chorale furent complètement suspendues. Le sermon du dimanche sur Caïn, bien que biblique, fut jugé par beaucoup comme étant inopportun. Miss Marple, ayant reconnu son erreur, recommença depuis le début, puisqu'elle était assise dans son salon et tenait mentalement un petit registre invisible. Qu'avait-on réellement vu? Un portail ouvert, l'hésitation de Mademoiselle Broom, Felicity qui passe à vélo puis revient, Léonard qui attend, le gant bleu près du corps, le bol renversé, la lettre inachevée mentionnant Rose et la fille, la lettre brûlée de Mademoiselle Broom, le bouton manquant de son gant, la dispute publique de Léonard et le chantage qui s'ensuit, ses questions sur les gants bleus, son meurtre dans l'église, le morceau de tissu déchiré, ne pas l'épouser sans lui dire de qui elle est la fille. Cette dernière remarque ne suggérait pas une dispute amoureuse. Elle évoquait une parenté cachée et une culpabilité antérieure qui y était attachée. Miss Marple repensa alors à une affaire ancienne, celle de la nièce de la pauvre Millie Tresize, en Cornouailles. Un voyageur de commerce avait changé de nom et était revenu 15 ans plus tard, ne reconnaissant pas l'enfant de la jeune fille qui l'avait ruiné. Millie avait dit à l'époque « Ce n'est pas la méchanceté que je ne pouvais supporter, Miss Jane. C'est l'insouciance, comme si ce qu'il avait fait n'avait pas laissé de traces dans le sang des autres. » Cela avait paru étrange alors. Cela ne l'était plus maintenant. Le lendemain, elle se rendit au presbytère et demanda, avec cette exactitude innocente dont font preuve les vieilles dames lorsqu'elles veulent savoir ce que personne ne dirait à un inspecteur, s'il restait des archives paroissiales ou de vieux papiers de famille concernant Rose Price. L'épouse du vicaire, qui possédait les clés de presque tous les tiroirs de St. Mary Mead contenant des documents inutiles, y fut ravie de rendre service. Ensemble, elles trouvèrent des listes de baptême, une carte de récompense scolaire décolorée et, dans une liasse de vieilles correspondances laissées par la veuve de l'ancien recteur, un mot mentionnant Mademoiselle Rose Broom, devenue plus tard Rose Price, comme dame de compagnie de Madame Carster de Bournemouth. « Broom » demanda Miss Marple. « Oui, c'était la cousine d'Emmeline Broom, comme elle l'a dit à l'inspecteur. J'avais oublié. Elle a épousé M. Price très soudainement, n'est-ce pas? Un employé de commerce ou quelque chose comme ça. L'a-t-elle fait? » La femme du vicaire jeta un coup d'œil. « Non. Comme c'est étrange. Il est dit ici qu'elle est revenue de Bournemouth en mauvaise santé et qu'elle s'est mariée avec M. Edwin Price de ce village près de 5 mois plus tard. Il est mort de la grippe avant la naissance de l'enfant. Pauvre petite. Quelle triste histoire. » En effet, dit Miss Marple. Dans les villages, les histoires tristes étaient souvent réécrites en récits respectables, avant même que l'encre ne sèche. Cet après-midi-là, elle rendit visite, tout à fait ouvertement, à Madame Octavia Harben. Madame Harben la reçut au lit, bien qu'il fût évident qu'elle aurait préféré être alitée. C'était une femme aux traits marqués, aux cheveux couleur fer coiffés en une structure architecturale et à la voix affûtée par des années d'exigence d'obéissance envers ses subordonnés et de contradictions familiales. « Mon neveu a été assassiné sous vos yeux, » dit-elle en guise de salutation, comme si Miss Marple avait tout orchestré. C'était une chose absolument épouvantable. C'est une chose honteuse. D'abord ce maître d'école, maintenant Léonard. Tout le village est dévasté. Miss Marple murmura de la sympathie. Léonard était faible, dit Madame Harben après un moment, avec la franchise de ceux qui confondent dureté et force. Et vaniteux, mais il avait du charme. Les filles lui couraient après. L'argent lui filait entre les doigts. Rien de tout cela ne justifie de le pendre comme un braconnier dans une église. Absolument pas. Les narines de Madame Harben se dilatèrent. Ce précepteur était à l'origine de tout ça. Il a rempli la tête du garçon de ressentiment. Il a insinué qu'il connaissait des affaires de famille. Léonard est venu me voir jeudi dernier dans un état d'agitation extrême et m'a dit que Dorrance n'avait pas le droit de parler de vieilles histoires. De vieilles histoires. Dans ma famille, Mademoiselle Marple. Quelles histoires? Il n'a rien dit. Il a essayé de m'intimider pour que je lui donne de l'argent. J'ai refusé. A-t-il mentionné Mademoiselle Price? Aussitôt, la femme plus âgée lança un regard noir.
Il l'a traitée de folle. Il a dit que les femmes ridiculisaient toujours les hommes de la même façon. Elle marqua une pause. Puis il m'a demandé si j'avais déjà remarqué la poignée de main de mademoiselle Broom quand on a mentionné Rose Price. Le cœur de Miss Marple fit un très léger mouvement. « C'est curieux, » dit-elle. « Oui, et vulgaire. Je lui ai dit de ne pas utiliser les noms de femmes décédées dans ma chambre. » Lorsque Miss Marple se leva, son regard se posa sur une chaise près de l'armoire, où plusieurs vêtements paroissiaux étaient disposés pour être triés. Et dessus se trouvait une boîte en carton contenant des gants donnés pour le club de vêtements. Des gants en chevreau, en laine, en daim, noir, marron, une paire mauve délavée et un gant gris perle à 2 boutons. Madame Arben a remarqué ce regard. « Des trucs pour les pauvres, » dit-elle. « Que des babioles. » Léonard m'apportait toujours des choses à vendre ou à donner. « Ce truc gris vient du colis de l'école de la semaine dernière, je crois. » Miss Marple ne dit rien. Mais le petit registre interne reçut une nouvelle marque. Un gant gris perle parmi les dons paroissiaux. Miss Broom portant un gant gris perle auquel il manquait un bouton. Et Léonard, avant sa mort, remarquant que sa main tremblait lorsque le nom de Rose fut prononcé. L'initiative suivante est venue de Félicity elle-même. Il pleuvait légèrement. Et une pluie fine et persistante qui brouillait la verdure et donnait aux ifs près de l'église une teinte presque noire. Miss Marple, revenant de l'épicerie sous un parapluie prudent, aperçut Félicity, les cheveux mouillés et le visage pâle, juste à l'intérieur de son portail. « Puis-je entrer » ? Bien sûr. Félicity entra dans le salon et se tint près du feu sans tendre les mains. Elle semblait non seulement fatiguée, mais épuisée par une tension intérieure. Miss Marple pensa soudain à sa jeunesse et se dit que l'âge n'avait pas le monopole de la fatigue. « J'ai fait une chose horrible », a déclaré Félicity. « C'est une phrase trop longue. Asseyez-vous et simplifiez-la. » Un léger sourire, malgré lui, effleura les lèvres de la jeune fille avant de disparaître. « J'ai menti. Pas seulement sur la soirée, sur ce que Julian voulait. »« Hein ? Oui ?» Félicity prit une inspiration. « Il voulait m'épouser. » Miss Marple ne manifesta aucune surprise. Je l'ai refusé. Au début, je l'appréciais, comme vous l'avez dit. Puis j'ai découvert en lui quelque chose qui m'effrayait. C'était comme s'il ne pouvait s'occuper de personne autrement que comme d'un objet entre ses mains. Quand je me suis éloigné, il est devenu très doux et très patient. C'était pire. Parce qu'il comptait gagner par la pression. Oui, il a commencé à parler de ma mère. Il avait trouvé de vieilles lettres, disait-il. Il laissait entendre qu'on m'avait caché quelque chose. Il disait pouvoir tout éclaircir si je lui faisais confiance. Sa voix changea sur ce dernier mot. Je le haïssais déjà. Et tu allais le voir ce soir-là ? Félicity ferma les yeux un instant. Oui. Miss Marple attendait. Je suis arrivé un peu après 9 heures. J'ai été assez naïf pour croire que je pourrais le forcer à me donner les lettres. J'ai laissé mon vélo près du mur. La pièce principale était vide. J'ai entendu des voix à l'intérieur. Celle de Julian et de mademoiselle Broom. Miss Marple se pencha en avant. « Qu'avez-vous entendu ?»« Pas grand-chose. » Elle parlait à voix basse et vite. Il a dit distinctement « Vous avez eu votre chance il y a des années. Je ne continuerai pas à mentir simplement parce que cela correspond à votre conception de la décence. » Puis j'ai entendu quelque chose tomber. J'ai eu peur. Vraiment peur. Je me suis retourné et j'ai couru. J'ai pris mon vélo et je suis parti. C'est peut-être pour ça que Léonard l'a vu. Et plus tard, Félicity ouvrit les yeux et regarda Miss Marple droit dans les yeux. Plus tard, vers 10 heures, j'y suis retourné. Miss Marple resta silencieuse. Je sais ce que ça donne comme impression, mais après ce que j'avais entendu, j'ai pensé que mademoiselle Broom était peut-être en danger, que Julian était peut-être blessé, ou que tout était d'une manière ou d'une autre de ma faute. Le portail était ouvert. La pièce était plongée dans l'obscurité, à l'exception de la lampe intérieure. Il était allongé là. Elle porta la main à sa gorge. J'ai vu le gant par terre et j'ai su que c'était le mien. J'étais folle de peur. J'ai attrapé des papiers sur le bureau, des lettres de ma mère, je pensais, et j'ai couru.
C'est ce que Stephen sait. Je le lui ai dit le lendemain matin. » La pièce était devenue très silencieuse. « Quel papier ?» Felicity sortit un paquet de son sac. Le ruban qui l'entourait avait été bleu autrefois. « Ce ne sont pas les lettres de ma mère. Les miennes. Celles que j'ai écrites à Julian l'automne dernier. Des lettres stupides. Rien de honteux, seulement humiliantes. Stephen m'a supplié de les brûler. Je n'ai pas pu, pas à ce moment-là. Je vous les apporte parce que j'en ai assez de cacher des choses. » Miss Marple prit le paquet, mais ne l'ouvrit pas. Pourquoi ne pas tout raconter à la police? Felicity laissa échapper un petit rire, très faible. Parce que je paraîtrais de plus en plus coupable à chaque phrase. Parce que je ne supporte pas qu'on remette en question l'innocence de mademoiselle Broom. Parce que si elle ne l'est pas... Elle s'interrompit. « Tu prends soin d'elle. »« Oui. Plus que pour votre propre sécurité ?» Felicity détourna le regard. « Quand ma mère est morte, mademoiselle Broom a été la seule personne à ne jamais m'avoir plaint à voix haute. » Après son départ, Miss Marple resta assise avec le paquet de lettres devant elle et sut, avec le frisson particulier de voir la véritable forme commencer à se dessiner, que la chose au centre était plus ancienne que Felicity, plus ancienne peut-être même que le nom du village de Julian Dorrance. Mademoiselle Broom avait été avec Dorrance. Felicity les avait entendus. Léonard avait par la suite appris suffisamment de choses pour faire du chantage. La lettre que Dorrance n'avait jamais envoyée mentionnait Rose et la fille. Le morceau de papier déchiré parlait de mariage et de filiation. Si Julian Dorrance avait été un autre homme pour Rose Price, alors la protection excessive de mademoiselle Broom, sa haine, sa lettre brûlée et sa certitude farouche concernant Felicity prenaient un sens terrible. Pourtant, les soupçons ne constituent pas une preuve. Miss Marple savait mieux que quiconque qu'il ne faut pas juger quelqu'un sur son élégance. La preuve, si elle existe, doit venir du caractère. Elle envoya un mot à l'inspecteur Craddock et un autre à Madame Bantry. Et le lendemain après-midi, une petite réunion fut organisée dans la salle paroissiale sous un prétexte trop banal pour inquiéter les innocents, le tri des vêtements et des gants pour le club de vêtements, déjà reporté 2 fois et qu'il était hors de question de reporter une nouvelle fois. Madame Bantry était venue pour son énergie, la femme du vicaire par bienséance, mademoiselle Broom parce que les colis scolaires étaient là passés entre ses mains, Felicity parce qu'elle avait autrefois aidé à établir les listes, Stephen Collier parce qu'il était venu avec Felicity et qu'il ne voulait pas la quitter, et l'inspecteur Craddock parce qu'il se trouvait justement avoir besoin de parler au vicaire. La pièce embaumait la laine humide et le savon à la lavande. Des cartons étaient déposés sur les tables. La pluie tambourinait par intermittence contre les vitres. Miss Marple, assise de façon à les observer tous, triait les chaussettes des enfants avec une attention feinte. Mademoiselle Broom est arrivée en dernier. Elle portait cette fois du bleu foncé, avec les mêmes gants gris. Felicity lui jeta un coup d'œil, et Miss Broom lui rendit un bref regard. Un regard empreint de réconfort, d'autorité et d'une certaine lassitude. Cela suffisait à Miss Marple. La conversation s'orienta d'abord vers des sujets anodins. Madame Bantry déplorait les mythes. La femme du vicaire comptait ses châles. Craddock parla à Stephen d'un malade. Finalement, Miss Marple brandit un gant gris-perle sorti d'une des boîtes. « Comme c'est étrange, » dit-elle. « Tant de gants dans ce village et il en manque toujours un. C'est comme des secrets, on n'en voit que la moitié et on imagine le reste à tort. » Personne ne répondit. Pourtant, le regard de Miss Broom s'était porté, tout à fait involontairement, sur la main de Miss Marple. Miss Marple déposa le gant et ajouta, sur le même ton doux, « L'inspecteur Craddock me disait justement ce matin que le reste de la lettre déchirée de M. Dorrance n'était finalement pas entièrement perdu. L'humidité conserve les choses de façon inattendue. » Craddock, conscient de son rôle, déclara gravement, « Nous pouvons lire davantage qu'auparavant. » Felicity sursauta. Stephen se tourna aussitôt vers elle. Mademoiselle Broom ne bougea pas. Miss Marple poursuivit. « C'est une triste affaire, surtout lorsque l'identité des parents d'une fille a été dissimulée. Mais on voit parfois de telles choses. Des hommes disparaissent,
change de nom, et on imagine que les conséquences sont les mêmes pour les femmes. La pièce changea. Pas extérieurement. Personne ne cria. Mais elle changea comme une pièce lorsqu'un fil invisible est tiré et que tous ceux qui s'y trouvent sentent la toile trembler. Mademoiselle Broom a dit très distinctement « Que suggérez-vous exactement, mademoiselle Marple ?» « Seulement, dit Miss Marple, Monsieur Dorrance a peut-être été connu sous un autre nom, un nom lié à Rose Price. » Felicity était devenue toute pâle. La main de Stephen s'était posée sur le dossier de sa chaise. Madame Bantry, la seule, avec Craddock, à comprendre qu'ils étaient au bord du précipice, restait parfaitement immobile. Le visage de mademoiselle Broom resta impassible. Seule sa main droite, posée sur le bord de la table, se crispa jusqu'à ce que le cuir du gant plaque contre ses articulations. Craddock déclara calmement « Nous avons des raisons de croire que Dorrance avait l'intention de révéler à mademoiselle Price l'identité de son père. » C'est alors que la première fissure apparut. Ce n'était pas dans la voix de mademoiselle Broom, elle la conservait admirablement. C'était dans la rapidité avec laquelle elle se tourna, non pas vers Felicity, comme l'aurait fait une protectrice innocente, mais vers l'inspecteur. Tu ne peux pas vouloir lui dire ça de cette façon. Il y avait là une peur viscérale. Plus qu'une simple peur, une véritable appropriation de l'effroi. Miss Marple la regarda doucement. Personne ne souhaite dire quoi que ce soit de cruel, mais la cruauté a déjà été commise. Mademoiselle Broom se leva. « C'est monstrueux. »« Vraiment ?» demanda Miss Marple. « Ou seulement en retard ?» Un instant, ils se firent face de part et d'autre de la table où étaient disposés des vêtements triés, des gants gris et de la vieille laine entre eux, comme les vestiges désuets de la respectabilité villageoise. Puis, avec un mépris contenu, Miss Broom dit « Vous n'avez aucune idée de ce à quoi vous jouez. » C'était la mauvaise formulation. Une femme défendant la simple innocence dite ce que vous dites, une femme défendant des faits occultés déclare « ce avec quoi vous jouez ». Miss Marple l'a entendu, et Craddock aussi, pensa-t-elle. Elle se leva lentement de sa chaise. « Non, dit-elle, je crois avoir une excellente idée. » Et tandis que la pluie s'intensifiait légèrement sur les fenêtres et que Felicity, toujours blanche et immobile, se tournait enfin pour regarder pleinement le visage de Miss Broom, Miss Marple y vit non pas la culpabilité avouée, pas encore, mais le terrible début de la capitulation. Les doigts gantés de mademoiselle Broom glissèrent un sur le bord de la table comme si elle l'avait soudainement trouvé instable. Un instant, Miss Marple pensa qu'elle allait parler sur le champ, d'une voix monocorde et épuisée, comme celle qui, à bout de force, il n'a plus la force de maintenir le mensonge. Mais la maîtrise de soi, qui avait soutenu Emmeline Broom pendant tant d'années, au point de presque se substituer à son caractère, reprit le dessus. « Quoi précisément ?» dit-elle, et la sécheresse de sa voix était maintenant sur le point de se briser. « Croyez-vous savoir ?» L'inspecteur Craddock répondit avant même que Miss Marple n'ait pu le faire. « Cela suffit, dit-il doucement, pour vous demander de ne pas quitter le village. » Madame Bantry eut un sursaut à peine perceptible. La femme du vicaire laissa échapper un grognement étouffé, puis rougit de sa réaction. Felicity ne dit mot. Elle fixait toujours mademoiselle Broom, avec une intensité qui tenait moins de la suspicion que de l'effroi. La main de Stephen Collier s'était posée légèrement, mais fermement sur le dossier de sa chaise, comme s'il voulait, par ce seul contact, l'empêcher de tomber d'un précipice. Mademoiselle Broom se tourna vers l'inspecteur. « Vous ne m'arrêtez pas. »« Non, parce que vous ne le pouvez pas. »« Parce que, dit Craddock, je n'ai pas encore choisi de le faire. » La vieille institutrice restait immobile. La pluie murmurait aux fenêtres. Quelque part dans le couloir extérieur, un seau fut posé avec un bruit métallique creux. Ces bruits ordinaires surgissaient toujours, pensa Miss Marple, aux moments les plus terribles, comme si le monde s'obstinait à poursuivre ses petites affaires en se moquant du désastre humain. Alors mademoiselle Broom dit, d'une voix totalement inexpressive, « Très bien, je n'ai aucune intention de quitter le village. » Elle prit son sac, releva le bas sombre de sa robe d'une main à peine tremblante et sortit. Personne ne tenta de l'arrêter.
La porte se referma avec la même précision et le même soin qu'elle avait toujours apporté à tout. C'est seulement alors que Felicity sembla retrouver sa mobilité. Elle le savait, a-t-elle dit. Ce n'était guère plus qu'un murmure, mais il y avait quelque chose dedans qui fit que toute la pièce se tourna instinctivement vers elle. Depuis tout ce temps, elle le savait. Stephen se pencha aussitôt. « Félicité !» Elle retira sa main, non par refus, mais parce que la situation était devenue soudainement trop délicate pour qu'on puisse y apporter du réconfort trop tôt. Son visage avait cette expression épuisée et attentive que l'on prend quand une partie de soi, longtemps restée scellée, s'ouvre et que les premiers courants d'air froid commencent à s'en échapper. Miss Marple dit doucement : « Ma chère, n'est-ce vous n'avez pas besoin d'y penser à tout d'un coup ?» Mais Felicity répondit de la même voix basse : « C'est bien ce qu'elle a fait, n'est-ce pas ? Elle y a pensé d'un coup, pendant des années. » Après cela, personne ne trouva rien à dire. La femme du vicaire se mit à plier machinalement des châles dans une boîte qui n'avait pas besoin d'être pliée. Madame Bantry, d'ordinaire silencieuse, observait Miss Marple d'un regard grave et intelligent. Craddock s'approcha de la fenêtre et resta là, les épaules droites et patiente, à contempler le cimetière détrempé, tel un homme attendant que la preuve ultime se manifeste d'elle-même. Miss Marple ne rentra pas immédiatement chez elle. Elle resta jusqu'à ce que Felicity, toujours pâle mais calme, se laisse emmener par Stephen. Elle remarqua alors, avec cette étrange fidélité de l'œil qui perçoit les détails insignifiants tandis que les choses plus importantes sont confuses, que Felicity n'avait mis qu'un seul gant, le bleu à la main gauche. L'autre main était nue. C'était un détail, mais Miss Marple pensait « Pauvre enfant !» Voilà, ça recommence. On ne peut jamais avoir les deux. Ce soir-là, l'inspecteur Craddock vint à sa chaumière, après le crépuscule. Les lampes étaient éteintes, la pièce était petite, chaleureuse et remplie de vieux objets familiers qui souvent facilitaient les aveux par leur simple indifférence. « Eh bien ?» demanda Miss Marple. « Eh bien ?» dit Craddock en s'asseyant sur la chaise en face de lui. « J'ai envoyé quelqu'un à Bournemouth. Et j'ai fait examiner le document en détail. Il a bien été écrit par Dorrance, oui, mais pas sous forme de lettres. Non, plutôt comme des notes prises après un entretien. La phrase concernant le fait de ne pas l'épouser sans lui dire de qui elle est la fille était écrite en marge d'un autre brouillon, celui qui mentionne Rose. Miss Marple acquiesça. Il était donc en train de poser des choses. Il avait ce genre d'esprit, dit-elle, un esprit de maître d'école dévoyé. Ils sont souvent très dangereux quand la vanité s'empare d'eux. Craddock y réfléchit. Il y a un autre point. Nous avons trouvé, sous le tapis du bureau à l'Old Malthouse, un petit bouton gris recouvert de cuir. On l'avait oublié. Un des hommes l'a découvert quand on a soulevé à nouveau le tapis. Miss Marple ferma les yeux un instant, non par surprise, mais avec la satisfaction solennelle de voir enfin un schéma se confirmer. Oui, vous vous y attendiez. Je l'espérais. Et ce n'est pas tout à fait la même chose. Il esquissa un sourire. J'ai parlé avec la femme de chambre de Madame Harben au sujet de ces cartons du club de vêtements. Léonard aidait effectivement à les trier le lendemain matin du meurtre. Il allait et venait dans la salle paroissiale, et il a emporté un carton chez lui pour que sa tante l'examine. Il y avait des gants, entre autres choses. C'est peut-être à ce moment-là qu'il a vu le gant gris. Le même modèle que celui que porte Mademoiselle Broom. Exactement, ce qui signifie qu'elle a remplacé le gant abîmé après la mort de Dorrance, et Harben, étant le genre de jeune homme qu'il était, a fait le rapprochement. Il ne l'a peut-être pas su au début, dit Miss Marple. Il s'en doutait seulement, mais les soupçons suffisent amplement quand on a l'esprit grossier et des dettes. Craddock étendit ses longues jambes vers le feu. Tu crois qu'elle l'a payé une fois ? Oui. Et lorsqu'il a insisté, elle a tué de nouveau. Miss Marple baissa les yeux sur les mains posées sur ses genoux. Je crois que c'est ce qui s'est passé. Cela ne la réconfortait pas de le dire. D'un côté, les choses s'étaient éclaircies. De l'autre, elles étaient devenues plus douloureuses. Le premier meurtre pouvait être qualifié, par imprudence, de crime passionnel ou de crime de désespoir.
Le second était prémédité. Pourtant, même cela, pensa Miss Marple, ne le rendait pas plus glaçant. La panique, une fois canalisée, engendrait souvent des actes plus terribles que la simple colère. Ces gens-là n'avaient aucune habitude du désordre. Ils étaient sujets à des accès de violence. Un Craddock a dit « Supposons que Bournemouth me donne ce que je veux. Comment comptez-vous la faire parler ?» Les yeux de Miss Marple se levèrent. En lui donnant, pour la première fois depuis des années, l'occasion de dire la vérité à la bonne personne. « Mademoiselle Price. »« Oui, pas la police en premier. Pas moi. La fille. C'est risqué ? » ?»« Oui, dit Miss Marple, mais c'est aussi une forme de bonté. Et si l'on peut être bon tout en arrêtant un meurtrier, c'est généralement préférable. » Il la regarda avec ce mélange de respect et de perplexité que les policiers intelligents éprouvaient souvent face aux méthodes de Miss Marple. « Et si elle ne dit rien ? Elle le fera. Le secret, c'est de ne pas accuser trop vite. Il faut laisser la personne entendre la nature de la blessure avant de nommer le couteau. » Le lendemain après-midi, la réponse arriva de Bournemouth. Julian Dorrance s'était autrefois appelé Julian Dare, professeur de musique et secrétaire dame de compagnie chez une veuve, Madame Carster, où une jeune dame de compagnie nommée Rose Broom avait également travaillé pendant une saison. Il y avait eu un départ brutal, quelques tensions latentes, et peu après, Julian Dare avait disparu des environs. Rien de criminel au sens officiel du terme. Il y en avait très rarement, de ces préjudices qui ruinent les femmes et rendent les hommes vulnérables. Miss Marple, en entendant le récit de Craddock, ne ressentit aucune victoire. Elle revoyait simplement, aussi clairement que si c'était hier, Rose Broom des années auparavant. Jeune, désireuse de plaire, peut-être jolie d'une manière délicate et naïve, peut-être trop facilement gênée. Et Emmeline, plus âgée, sans beauté, inflexible, qui apprenait déjà que pour maintenir l'ordre dans le monde, il fallait le faire soi-même. Ces femmes aimaient souvent mal, mais fidèlement. Elles protégeaient là où d'autres se contentaient de ressentir. Elle avait probablement ramassé les morceaux, proféré les mensonges nécessaires, conclu ce mariage précipité, protégé l'enfant, ravalé sa honte et appris à ne plus jamais trembler. Puis l'homme était revenu au village sous un autre nom, élégant et sûr de lui, prêt à traiter une seconde génération avec autant de légèreté que la première. Miss Marple comprenait, et parce qu'elle comprenait, elle était moins encline à la pitié. La dernière réunion eut lieu ce soir-là, au presbytère, dans le long salon dont les fenêtres donnaient sur le chemin et les premières lueurs printanières des bulbes, à la bordure. Le vicaire, après quelques réticences de conscience, s'était laissé convaincre que les exigences de la justice n'étaient pas nécessairement un affront au mobilier. Madame Bantry était présente, davantage par intelligence que par convenance. Felicity était venue avec Stephen Collier. Mademoiselle Broom arriva seule et à l'heure précise. Elle paraissait un peu plus âgée qu'en 2 jours. C'était tout. Sa robe était noire. Ses cheveux, comme toujours, étaient lisses et bien coiffés. Elle portait des gants gris. Craddock avait choisi son auditoire avec soin. On n'avait pas invité Madame Harben, elle aurait tout théâtralisé. La femme du pasteur était venue parce que c'était sa pièce et parce qu'elle possédait ce courage moral particulier, fragile mais inébranlable. Miss Marple était assise dans le fauteuil le plus proche du feu. Les flammes projetaient une douce lueur sur son visage et les petits plis de dentelle ancienne à son cou. Elle avait l'air, comme souvent avant une remarque cinglante, de pouvoir demander sur le champ si quelqu'un désirait encore du thé. Pendant plusieurs instants, personne ne parla. Le silence n'avait rien de théâtral ni de vulgaire. Il était simplement pesant. Chacun y apportait un fardeau différent. Felicity sa crainte, Stephen sa vigilance, Craddock sa certitude officielle et patiente, Miss Broom une sérénité presque transparente. Finalement, Craddock déclara « Miss Marple a eu la gentillesse de m'aider. Je pense, Miss Broom, qu'il serait préférable qu'elle prenne la parole en premier. » Mademoiselle Broom inclina légèrement la tête. « Comme vous voudrez. » Miss Marple croisa les mains. « Ça a commencé, dit-elle, bien plus tôt que nous ne le savions.
C'est souvent le cas. On voit le corps et on imagine que le meurtre vient d'avoir lieu, alors qu'en réalité, il se préparait en eux depuis des années. Pas de façon philosophique grandiose, vous savez, mais de façon très concrète. Par de petits mensonges, des silences, de l'orgueil, par des choses que les gens ne supportent pas de dire à voix haute. Personne n'a bougé. Rose Broom, poursuivit-elle, était très jeune lorsqu'elle rencontra Monsieur Julian Dare à Bournemouth. C'était un homme agréable et accompli, aux manières si distinguées qu'on aurait pu le prendre pour de la bonté. Elle fut trompée par lui. Oh, et lorsqu'elle se retrouva enceinte, sa cousine Emmeline vint à son secours. Elle se remaria ensuite avec Monsieur Price, qui mourut avant la naissance, et St. Mary Mead accueillit une veuve respectable, puis un enfant respectable. Tel fut l'arrangement. Cela dut coûter très cher à entretenir, mais cela fut maintenu. Les mains de Felicity, posées l'une sur l'autre sur ses genoux, s'étaient raidies. Stephen ne la touchait plus. Il savait, pensa Miss Marple, que c'était l'un de ces chagrins qu'on ne peut surmonter par la seule force de l'autre. Le visage de mademoiselle Broom n'avait absolument pas changé. Des années plus tard, dit Miss Marple, Julian Dare est arrivé dans ce village sous le nom de Julian Dorrance. Je ne sais pas si vous l'avez reconnu tout de suite, Miss Broom, mais je pense que vous l'avez fait assez rapidement. Mademoiselle Broom répondit après un moment. Oui. La syllabe unique traversa la pièce comme un objet dur heurtant du verre. Madame Bantry inspira très doucement. La femme du vicaire baissa les yeux sur l'entrelacement de ses mains. Miss Marple acquiesça. Je le crois. Et comme vous étiez du genre à toujours faire ce qu'il y avait à faire, vous n'avez rien dit. Peut-être avez-vous d'abord espéré qu'il ne vous voulait aucun mal. Peut-être même s'est-il bien comporté pendant un temps. Mais ensuite, Miss Price a grandi. Elle l'admirait, comme les jeunes femmes admirent si souvent les hommes qui paraissent d'incultivés et sûrs d'eux. Il a encouragé cette admiration. Et tôt ou tard, vous avez compris qu'il avait découvert qui elle était, ou qu'il était sur le point de le découvrir. Mademoiselle Broom a déclaré, toujours sur le même ton égal. Il savait. Felicity fit alors un mouvement, petit mais involontaire, comme si un coup intérieur l'avait touché. « Il vous l'a dit » demanda Miss Marple. « Oui. »« Et il souhaitait épouser mademoiselle Price ?» Il y eut un silence. On pouvait percevoir l'effort que mademoiselle Broom devait déployer pour répondre clairement. « Il disait vouloir l'épouser » a-t-elle déclaré. « Je ne crois plus du tout que c'était ce qu'il souhaitait. Il voulait simplement prendre le contrôle de la situation. Cela lui suffisait. » Miss Marple inclina la tête. « Oui, c'est ce que je pense aussi. Certaines personnes se soucient moins du bonheur que du contrôle. » Cradock se décala légèrement sur place, mais n'interrompit pas. « La lettre que vous avez brûlée, dit Miss Marple, venait de lui. Ainsi, il disait que Felicity avait le droit de savoir qui était sa mère, et que vous ne deviez plus vous opposer à lui. » Mademoiselle Broom esquissa un tout petit signe de tête. « Il a convoqué mademoiselle Price pour 9h15. Mais vous êtes allé le voir en premier. » À ces mots, mademoiselle Broom leva les yeux et les posa pour la première fois sur le visage de Felicity. Ce n'était pas l'expression d'une meurtrière surprise et honteuse. C'était bien pire. C'était l'expression d'une femme dont toute la vie s'était réduite à une seule personne et qui la trouvait maintenant assise en face d'elle, à l'écoute. « Oui, dit-elle. » Les lèvres de Felicity s'entr'ouvrirent, mais aucun son ne sortit. Miss Marple poursuivit d'une voix très douce. « Vous portiez vos gants gris-perle. Vous en portiez toujours, plus que la plupart des femmes. Car les gants donnent l'impression d'être préparés. Ils créent une barrière entre soi et le contact. Vous aviez peut-être déjà eu une altercation avec lui par lettre, mais ce soir-là, vous êtes allé l'arrêter. Miss Price est arrivée pendant que vous étiez là et a entendu une partie de la dispute depuis la pièce attenante. Elle vous a entendu dire, ou il a dit, que le mensonge ne pouvait plus durer. Puis elle s'est enfuie. » Un peu de couleur apparut péniblement sur le visage blanc de Felicity. « J'ai entendu sa voix. J'ai entendu la tienne. J'ai pensé. Je ne savais pas quoi penser. »« Non, » répondit Miss Marple. « Bien sûr que non.
Stephen regardait d'une femme à l'autre, avec l'impuissance d'un médecin face à des blessures qu'il ne pouvait soigner. « Ce qui s'est passé dans cette pièce, mademoiselle Broom, dit Miss Marple, n'était pas prémédité au sens strict. Vous y êtes allé pour empêcher une révélation, pour raisonner peut-être, pour menacer si nécessaire. Mais M. Dorrance était du genre à exploiter le désespoir d'autrui. Il vous a dit, je crois, qu'il savait que Felicity était la fille de Rose. Il vous a peut-être même avoué le savoir lorsqu'il a encouragé ses sentiments. Il vous a aussi dit que s'il décidait de parler, il le ferait en son temps et à sa manière. » Les mains gantées de mademoiselle Broom étaient serrées l'une contre l'autre. Le cuir au niveau des articulations était lisse et brillant. « Il a ri, dit-elle. » Le changement dans sa voix était imperceptible, mais il transforma toute la pièce. On n'y entendait pas de passion, pas encore, mais une mémoire aiguisée comme un fil. « Il a dit, » poursuivit Miss Broom, et le regard non plus fixé sur Miss Marple, mais perdu au-delà d'elle, que j'avais passé 24 ans à enjoliver la réalité et que les faits ne devenaient pas moins vulgaires parce qu'on les dissimulait sous des faux prétextes. Il a dit que Felicity l'écouterait. Il a dit que les filles écoutaient toujours les hommes capables de leur pardonner leur mère. Sa bouche trembla un instant avant de se stabiliser. Puis il a aperçu le gant par terre, le bleu qu'elle avait laissé l'après-midi, et il l'a ramassé. Il a dit qu'elle était déjà venue une fois et qu'elle reviendrait s'il levait le doigt. Il a fait sonner cette ridicule petite clochette pour montrer à quel point tout le monde était obéissant. Personne ne parla. Le feu s'éteignit doucement dans le foyer. « Je le lui ai pris », a déclaré mademoiselle Broom. Sa main droite fit un petit mouvement, involontaire et précis, comme si elle sentait encore le poids du laiton. « Il croyait encore que j'étais venue négocier, » dit-elle. Il souriait. Il souriait toujours quand il pensait qu'une autre personne était la plus faible. Il a dit que je n'avais jamais compris Rose, que la sentimentalité chez les femmes n'était que vanité lorsqu'elle se parait de noir et se faisait appeler sacrifice. Et puis, il a dit... Elle s'arrêta alors. Pour la première fois, son calme laissa transparaître un signe tangible. Le bas de son visage se transforma et sa respiration devint saccadée. Miss Marple dit doucement: « Vous n'êtes pas obligé de le répéter, sauf si vous le souhaitez. » Mais mademoiselle Broom a continué. Il a dit que si Rose avait eu un peu de bon sens, elle lui aurait immédiatement confié l'enfant. Comme si les enfants étaient des mâles. Elle ferma les yeux un instant. Après cela, je ne me souviens pas l'avoir frappée plus d'une fois. Felicity laissa échapper un son, faible mais si aigu de douleur, que madame Bantry se redressa à moitié sur sa chaise. Stephen fut aussitôt à ses côtés, mais elle ne se laissa pas pour autant aller dans ses bras. Assise droite, elle tremblait violemment. Le cœur de Miss Marple, pourtant si vieux, battit faiblement. Voilà le vrai motif. Non pas une honte abstraite, non pas un simple secret, mais la profanation de 24 années de fidélité par un simple ricanement. On comprenait l'impact dévastateur d'un tel coup. Quand le bol s'est renversé, dit Miss Marple après une courte pause, et qu'il est tombé, vous n'avez pas remarqué le gant bleu près du tapis. Ou si vous l'avez remarqué, vous n'en avez pas compris le danger. Ce que vous avez remarqué, c'est qu'un bouton de votre propre gant s'était arraché dans la lutte. Mademoiselle Broom la regarda alors avec une expression presque de surprise. « Oui, dit-elle, ce bouton a été retrouvé sous le tapis du bureau. Le lendemain, sachant que votre gant serait reconnaissable, vous avez remplacé celui abîmé par celui de la boîte du club de vêtements. Un gant gris perle presque identique, mais pas tout à fait le même, d'où ces 2 boutons seulement. L'autre est resté dans la boîte de madame Harben, où Léonard Harben l'a vu. » Cradock sortit de sa poche une petite enveloppe et déposa le bouton recouvert de cuir gris sur la table. À côté, il plaça le gant gris, perle unique provenant du tronc paroissial. Même à cet instant, alors que tout était presque terminé, la vue de ces petits objets muets exerçait une force terrible. Madame Bantry les fixait du regard. La femme du vicaire porta la main à sa gorge. Miss Marple dit « Léonard Harben n'était pas très futé, mais il était rusé. Il s'était disputé avec Dorrance à propos d'argent. Il était probablement retourné chez lui, où s'était introduit discrètement le lendemain, profitant du désordre, et avait subtilisé le billet déchiré concernant la filiation de Miss Price. Puis, il avait remarqué le gant.
Il avait vu Miss Broom porter un gant qui semblait identique. Il avait posé des questions sur les gants bleus pour détourner l'attention de la police, sur Rose pour voir qui avait tressailli. Et lorsqu'il s'était senti suffisamment dangereux, il vous avait fait chanter. Le regard de mademoiselle Broom s'était posé sur le bouton. Elle semblait le regarder comme s'il avait appartenu à quelqu'un qu'elle avait autrefois connu. « Oui, dit-elle. Il était venu me voir dans la ruelle vendredi matin. Il avait ce bout de papier dans sa poche et un petit sourire odieux. Il disait que les accidents arrivaient dans les villages, mais qu'il détestait ceux qui ne lui rapportaient rien. Il voulait de l'argent, puis encore plus. Puis, quand je lui ai versé la première somme, il a voulu que je reste à sa merci. Mon attention à sa guise, ma peur quand il voulait s'amuser. Il a dit que si je ne cédais pas à ses demandes, il pourrait le dire à Felicity en premier, car ce serait le plus divertissant. Felicity se pencha en avant et se couvrit les yeux un instant d'une main nue. Stephen prononça son nom doucement, mais elle secoua la tête. La voix de Miss Marple resta calme. « Vous avez donc accepté de le rencontrer à l'église. »« Oui. Pourquoi là ?» Un étrange petit sourire traversa le visage de Miss Broom, un sourire sec, épuisé et sans gaieté. Parce qu'il disait que c'était le seul endroit du village où les gens croyaient encore que personne ne mentirait. C'était horrible, et vu la vulgarité typique de Léonard, tout à fait plausible. Cradock laissa échapper un petit grognement d'impatience. « Il a choisi le clocher », poursuivit Miss Marple, se croyant en sécurité. La chorale était en contrebas. Il pouvait toujours appeler à l'aide s'il était alarmé. Il comptait, j'ose le dire, prolonger le plaisir, vous savourer. Il avait peut-être le billet dans sa poche comme preuve. « Oui, » dit mademoiselle Broom. Il le brandissait et ne voulait pas que je le touche. Il plaisantait. Il disait n'avoir jamais vu l'institutrice du village garder un secret aussi longtemps. Il a demandé si Rose avait joliment pleuré en le découvrant. Puis il a ajouté que Felicity tiendrait peut-être de sa mère, en tout. La voix se brisa alors complètement. Les mots sortaient de par fragments, toujours justes, mais déchirés par l'effort. Je lui ai dit de me donner le journal. Il a ri de nouveau. Il a posé un pied sur la marche et m'a regardé par-dessus la rambarde, comme si j'étais déjà en dessous de lui. Il y avait une corde enroulée là. Je ne crois pas avoir voulu dire quoi que ce soit de clair. Juste qu'il se taise. J'ai attrapé la corde et je l'ai lancée. Elle s'est enroulée autour de lui. Il s'est débattu, a juré, a essayé de se libérer, et puis il a glissé. Ses mains tremblaient maintenant ouvertement. Ah, j'ai tiré! Dieu me pardonne, j'ai tiré de toutes mes forces. Dans le silence qui suivit, on pouvait entendre le tic-tac sinistrement distinct de l'horloge sur la cheminée du presbytère. Cradock finit par demander, d'un ton officiel et grave. « Et quand il était à terre ?» Le visage de mademoiselle Broom se transforma de nouveau. C'est la lassitude, et non l'agitation, qui sembla s'y installer. « J'ai terminé, » dit-elle. Je ne pouvais pas le laisser pleurer. Personne ne l'a réprimandé. Il arrive que la forme légale d'un crime soit claire, et pourtant la dimension humaine qui le sous-tend rend les mots presque impuissants. Miss Marple regarda Felicity. La jeune fille avait baissé la main. Son visage était mouillé, bien qu'elle n'ait pas sangloté. Les larmes étaient venues en silence, comme d'un lieu trop profond pour être canalisées. Donc il y avait là de l'horreur, oui, et de la pitié, et l'effondrement d'anciennes certitudes, mais il y avait aussi autre chose que Miss Marple avait espéré et redouté de lui demander. La compréhension. Non pas l'acquittement, non pas l'excuse, mais la terrible compréhension d'un amour devenu insupportable. « Pourquoi ne me l'as-tu pas dit ?» demanda Felicity. Miss Broom se tourna alors complètement vers elle. Miss Marple remarqua que les gants commençaient à se froisser aux doigts, tant les mains à l'intérieur tremblaient. « Mon cher !»« Non, » dit Felicity, pas fort, mais avec une force soudaine. « Ne m'appelle pas comme ça à moins que tu ne le penses vraiment. » « Pourquoi ne me l'as-tu pas dit ?» Mademoiselle Broom fit un pas en avant, puis s'arrêta, comme si une loi invisible l'empêchait de s'approcher davantage. « Ah, parce que je voulais au moins une chose propre pour toi, » dit-elle. Toute la fatigue accumulée au fil des années avait quitté sa voix. Elle n'était plus sèche, plus maîtrisée.
Elle était devenue nue, lasse et terriblement humaine. « Tu ne sais pas, dit-elle, ce que c'était de ramener Rose à la maison. Elle avait été si vaniteuse envers lui, si naïvement heureuse, et quand elle a compris, elle refusait même de prononcer son nom. Elle restait assise, les mains sur les genoux, comme perdue. Elle répétait sans cesse « Emmeline, j'ai été si stupide en public. » C'est ce qui la peinait le plus, le scandale. C'était ce genre de fille. Elle a épousé le pauvre Edwin parce qu'il était bon et malade et qu'il ne demandait rien. Puis il est mort, elle est morte, et toi, tu es restée. Tu étais si petite, si déterminée à vivre. Je me suis dit que s'il y avait une chose à réparer, c'était peut-être ça. Pas pour Rose, peut-être, mais pour toi. Sa bouche tremblait violemment. Je ne pouvais pas supporter qu'il y touche aussi. Felicity pleurait maintenant ouvertement, mais toujours en silence. Miss Broom poursuivit, chaque mot semblant surgi d'un endroit qui avait depuis longtemps cessé d'être la parole. Quand tu as commencé à t'intéresser à lui, je me suis dit que je me trompais. Puis j'ai su que non. Et pourtant, je ne pouvais toujours pas te le dire. Te le dire, c'eût été mettre la main sur ton enfance, autant que sur ton avenir. Je pensais que si je pouvais tenir le coup encore un peu, si je pouvais le tenir à distance, si je pouvais observer... Elle laissa échapper un petit rire brisé. J'ai passé la moitié de ma vie à croire que si je veillais suffisamment, rien d'autre n'arriverait. Miss Marple baissa les yeux. C'était, pensa-t-elle, une erreur propre aux personnes consciencieuses et solitaires. Elle confondait vigilance et providence. Cradock laissa passer quelques instants. Il était aimable, mais il restait la loi. « Mademoiselle Broom, dit-il calmement, je dois vous poser la question franchement. Avez-vous tué Julian Dorrance à l'Old Malt House jeudi soir? Oui. Et Leonard Harben dans le clocher de l'église lundi soir? Oui. La femme du vicaire se mit à pleurer doucement dans un mouchoir. Madame Bantry lui prit la main sans la regarder. Cradock s'avança. Alors je vous arrête pour les 2 chefs d'accusation. Mademoiselle Broom fit un léger signe de tête, comme pour accuser réception d'une correction lors d'un exercice scolaire. Mais lorsqu'il prononça les mots officiels et que les menottes restèrent, par clémence et par jugement, inutilisées, elle sembla soudain ne plus être assez droite pour être simplement arrêtée. Sa structure rigide s'effondra de l'intérieur. Elle s'affaissa, non pas de façon spectaculaire, mais comme une personne s'assoit parce que son corps ne peut plus être contrôlé, sur la chaise la plus proche. C'est alors que la véritable crise s'est produite. Elle regarda ses mains gantées comme si elle ne les avait jamais vues. Lentement, maladroitement, elle tira sur un doigt, puis sur un autre. Le gant de la main droite retira le premier. La main nue était blanche, fine et tremblait tellement qu'elle ne pouvait le dissimuler. Au poignet, la peau portait la légère marque rouge des boutons. Elle tint le gant dans sa main nue et le fixa. « C'était ridicule, dit-elle. Toutes ces années, des gants, des listes, des calculs et nettoyer les poignets des enfants, comme si la propreté allait tout régler. » Sa voix s'éleva soudain et se brisa. Il se moquait de Rose. Vous comprenez, même après tout ce temps, il se moquait d'elle. Personne n'a répondu. Les accusations ne visent pas une pièce, mais l'ordre du monde. Elle a écrasé le gant dans sa main. Je ne pouvais pas le laisser dire de telles choses et ensuite sonner pour l'enfant comme une bonne, s'écria-t-elle. Je ne pouvais pas. Je ne pouvais pas. Les mots s'évanouirent. Elle se pencha en avant, un bras croisé sur le corps, et enfin les larmes coulèrent. Non pas des larmes convenables, mais des larmes violentes et tremblantes qui semblaient déchirer son petit corps frêle. Felicity se redressa à demi, et Miss Marple le savait, se serait approchée d'elle si Stephen ne l'avait pas doucement retenue par la manche. Pas encore. La justice devait franchir son étroite porte avant que la tendresse puisse suivre. Cradock attendait, le visage grave, mais non insensible. Il en avait assez vu du crime pour savoir que la pitié et la nécessité coexistaient souvent, sans s'atténuer le moins du monde. Lorsque mademoiselle Broom releva enfin la tête, le visage qu'elle leur montra avait vieilli de 10 ans.
Elle posa le gant froissé sur ses genoux et dit, dans un effort pitoyable pour paraître calme, « Puis-je parler à Felicity une fois ?» Cradock jeta un coup d'œil à Miss Marple, puis à Stephen, puis de nouveau à la jeune fille elle-même. Ce Felicity a répondu « Oui ». Mademoiselle Broom se tourna sur sa chaise. « Je suis désolée, dit-elle. La sentence était insuffisante face à ce qui les séparait. Peut-être aucune sentence n'aurait-elle pu l'être. Pourtant, sa simplicité et l'absence de toute justification lui valurent une portée plus grande qu'une sentence plus élaborée. Le menton de Felicity trembla. « Je sais, et je vous aimais, » dit mademoiselle Broom. Felicity ferma les yeux. « Je le sais aussi. » C'était l'absolution la plus terrible que Miss Marple ait jamais entendue, car elle n'absolvait en rien. Elle admettait simplement la coexistence de l'amour et de la ruine. Après cela, plus rien ne se dit dans cette pièce. Cradock accomplit sa mission. Mademoiselle Broom se leva docilement, rangea le dernier gant dans son sac au lieu de le garder à la main, et sortit entre l'inspecteur et le gendarme qui attendaient discrètement dans le couloir. Elle ne se retourna plus. Felicity resta immobile jusqu'à ce que la porte d'entrée se referme. Puis, avec l'étrange dignité de ceux qui refusent de s'effondrer devant des témoins, elle se tourna vers Stephen et dit « Veux-tu me ramener à la maison ?»« Oui, » dit-il. Elle l'arrêta d'un regard. « Pas chez toi, chez moi, comme vous le souhaitez. » Miss Marple les regarda partir. Le visage de Stephen était pâle et fermé. La jeune fille marchait droite, bien qu'elle semblât se déplacer dans une atmosphère plus lourde que les autres. Madame Bantry s'approcha aussitôt et posa un instant la main sur l'épaule de Miss Marple. C'était l'un des rares gestes de cette femme imposante et chaleureuse qui ne trahissait aucune curiosité. « Eh bien, Jane ?»« Non, » dit-elle très doucement. « C'était une mauvaise blague. »« Oui, » dit Miss Marple. « Une très mauvaise. » Les affaires judiciaires se déroulaient, comme toujours, au rythme des dates, des dépositions et des véhicules, arrivant à des heures inopportunes. St. Mary Mead, d'abord frémissante face au scandale puis s'en détournant, s'installa dans cette gêne sourde qui caractérise les villages, après qu'un des leurs a commis l'irréparable. On parlait désormais de Miss Broom à voix basse. Certains disaient qu'elle avait toujours été bizarre. D'autres affirmaient que personne n'aurait pu le deviner. Certains, qui n'avaient jamais apprécié Juliane Dorrance, s'exprimaient comme si la désapprobation de la victime constituait une forme de perspicacité morale. Miss Marple détestait tout cela. Rien n'est plus facile, une fois la vérité connue, n'est que de prétendre l'avoir toujours su. Felicity disparut pendant plusieurs jours. On disait qu'elle était chez des proches à Mashbenham, mais en réalité, elle restait tranquillement dans son cottage, ne voyant presque personne, à l'exception de Stephen et, une fois, de Miss Marple elle-même. Cette visite eut lieu une semaine après l'arrestation. L'après-midi était belle, baignée d'une douce lumière pâle qui révélait avec une clarté presque irréelle chaque nouvelle feuille. Felicity laissa entrer Miss Marple. Elle paraissait changée, comme tous les jeunes gens dont l'innocence a été brutalement arrachée. Pas plus vieille à proprement parler, mais plus affirmée. Son visage avait perdu son incertitude. Même le chagrin l'avait aiguisé. « Stephen est au cabinet médical », dit-elle. « Il m'a dit que je ne devrais pas voir beaucoup de monde. » Ce qui est, c'est le genre de choses que disent les médecins quand ils ne peuvent pas empêcher les faits de se produire. Miss Marple esquissa un sourire. « Il vous apprécie beaucoup. »« Oui. » Felicity se tenait près de la fenêtre et regardait le petit coin de jardin où les giroflées commençaient à s'épanouir. Je ne savais pas si je devais lui dire de ne pas l'être. Et maintenant, Felicity resta silencieuse un instant. « Je pense, dit-elle enfin, qu'il ne faut pas faire de principe à partir du mal. Si je le faisais, Emmeline aurait tué pour rien. » Miss Marple trouva cela extraordinairement bien qu'une personne si jeune puisse dire cela. Elle ne le fit pas savoir à voix haute. Les compliments, en pareille circonstance, ressemblaient trop à des leçons. Elle a plutôt dit « Il y a une chose que je voulais vous dire moi-même. » Non, votre mère n'était pas celle qui l'a décrite. Felicity se retourna. Miss Marple poursuivit
Les hommes comme M. Dorrance décrivent toujours les femmes qu'ils ont lésées de manière à faire croire que le préjudice est réciproque. C'est une de leurs petites vulgarités. Rose n'était pas naïve au sens propre du terme. Elle a fait confiance aux mauvais hommes. C'est un malheur plus courant qu'on ne le croit, et non une honte. Les yeux de Felicity s'emplirent à nouveau de larmes, mais d'une intensité moins forte cette fois. « Est-ce qu'Emmeline vous a dit ça ?»« Non, » répondit Miss Marple. « Mais j'ai connu beaucoup de Rose avant votre naissance. » Cela sembla l'apaiser. La jeune fille s'approcha alors et s'assit près d'elle. Pendant un moment, elles ne parlèrent plus du tout de meurtre, mais de choses pratiques. Que faire de certains livres de la vieille brasserie, si les écoliers devaient reprendre les cours dans la salle paroissiale, en attendant de trouver un nouvel enseignant, si Madame Pritchard pouvait récupérer le plat à gratin qui se trouvait encore chez Dorrance. Parfois, les détails les plus anodins sont le seul moyen pour l'esprit de se relever d'une catastrophe. Lorsque Miss Marple se leva pour partir, Felicity dit soudain « Croyez-vous qu'elle aimait ma mère plus que moi ?» Miss Marple s'arrêta, une main posée sur le dossier de la chaise. « Non, dit-elle. Je pense qu'elle a d'abord aimé votre mère et qu'elle a passé le reste de sa vie à essayer de vous épargner cette première douleur. Ce n'est pas la même chose, mais ce n'est pas moins grave. » Felicity baissa les yeux. « Je suis en colère contre elle. Bien sûr. Et je la plains. Oui, et honteuse d'avoir un jour pris soin de lui. » Le visage de Miss Marple s'adoucit. « Ma chère, il ne faut pas avoir honte d'être trompée par un imposteur chevronné. C'est sa honte, pas la vôtre. » Cette fois, Felicity se mit à pleurer comme tout le monde, avec des larmes, du souffle court et un besoin malencontreux de trouver un mouchoir. Miss Marple se rassit et resta là jusqu'à ce que ce soit fini. Le village reprit ses droits, comme tous les villages. On parla d'un nouveau précepteur. Les répétitions de la chorale reprirent, même si, au début, l'ombre du clocher ne leur offrait pas un grand confort. Madame Hartnell trouva un autre sujet d'indignation. Le vicaire prêcha, avec tact cette fois, la miséricorde. Madame Bantry continua de dire ce qu'elle pensait, ce qui était souvent un honneur. Et Madame Harben cessa de parler de son invalidité lorsqu'elle constata qu'elle ne suscitait aucune réaction sociale. Pourtant, la cicatrice persistait, et elle se manifestait de manière discrète et durable. La salle de classe de Mademoiselle Broom resta fermée jusqu'au milieu de l'été. La clochette en laiton du bureau de Juliane Dorrance fut rangée dans un placard et ne servit plus jamais. Le nom de Felicity, écrit de la main fine et précise de Mademoiselle Broom sur une ancienne liste du comité de la bibliothèque pour enfants de l'Église, demeura épinglé au tableau de la salle paroissiale pendant des semaines après la fin de l'accord, car personne n'osait se résoudre à l'enlever. Cependant, c'est le gant qui est resté le plus longtemps dans l'esprit de Miss Marple. 2 semaines après la fin des festivités, Chanel se rendit à la salle paroissiale pour y déposer des écharpes tricotées destinées à l'association de vêtements. Madame Bantry était absente, tout comme la femme du pasteur. L'endroit était désert, hormis la lumière du soleil couchant qui filtrait à travers les hautes fenêtres et révélait la poussière en suspension dans l'air. Sur la table de tri se trouvait une boîte en carton, à moitié pleine de bricoles, non encore appareillées ni distribuées. Des moufles d'enfants, une écharpe en laine, un lacet de bottes marron et un gant gris perle à 2 boutons. Miss Marple l'a ramassé. Il était usé, soigné et complètement inutile. Plus personne ne s'en souciait. Il avait survécu à la main qui l'avait emprunté et à celle qui, en l'empruntant, avait trahi. Ce n'était qu'un gant, décent et sans défense, ou attendant dans le silence d'une salle paroissiale où trop de choses avaient été triées et trop peu comprises. Elle le retourna une fois entre ses doigts, puis le reposa très délicatement. Dehors parvenaient les sons de l'horloge de l'église qui comportait 6 heures, et plus loin, les rires aigus et légers d'enfants qui, après une partie de chasse, couraient chez eux pour dîner. Le village reprenait son cours, exactement comme il se devait et exactement comme il n'avait pas le droit de le faire. Miss Marple resta un instant immobile, observant le gant sous les derniers rayons du soleil. « Ce n'était pas le pire », dit-elle à voix haute dans la pièce vide, qu'elle l'aimait trop.
c'était qu'elle essayait de la garder en ordre. Puis elle sortit et referma doucement la porte derrière elle.